Bonjour tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette rencontre aujourd'hui qui porte sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup, pour lequel il y a énormément de discussions dans les médias, dans différents contextes. La question de la pandémie a certainement posé des défis d'adaptation sur le plan médical dans tous les contextes, à tous les niveaux, pour de nombreuses personnes. Et un des enjeux qui nous préoccupe, qui nous questionne, c'est la manière dont nos familles, la façon dont nos jeunes, nos enfants, nos adolescents peuvent s'adapter dans ce genre de contexte-là. On sait que ces situations-là nous posent un certain nombre de défis importants. On sait qu'il y a toujours une adaptation majeure qui est demandée. Il y a différentes, quand on a expérimenté, quand on a eu les débuts de la pandémie en 2020, on s'est tourné vers des personnes qui avaient fait des études, par exemple, de comment s'était passée l'adaptation à la tempête de verglas qu'on avait eue au Québec à la fin du 20e siècle, en 1998, ou bien des gens qui vivent dans des situations où il y a eu des explosions volcaniques ou des grandes inondations. Puis les gens disaient deux ou trois choses. C'est qu'il y avait un vrai problème pour aborder les questions physiques, les questions médicales, qui étaient souvent des questions immédiates, mais que souvent les enjeux d'adaptation se manifestaient dans les années qui suivaient, qu'il y allait avoir beaucoup d'autres préoccupations qui allaient se manifester à différents niveaux. C'est dans ce contexte-là que je pense que la situation se situe. La présentation d'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui se situe. On essaie de décoder ce qui est en train de se passer chez nos jeunes dans une perspective de santé mentale. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir nos quatre conférencières, en fait. Mme Ève Pouliot, Mme Danielle Maltais, les deux à l'Université du Québec à Chicoutimi, Mme Stéphanie Van den Toren et Mme Fabienne Glovatz, qui nous viennent de ce qu'on appelle chez nous les vieux pays. Bienvenue. Merci beaucoup. Très reconnaissant que vous ayez accepté de participer à cet événement. J'aimerais vous parler quelques instants. Pour présenter la première conférence, j'aimerais vous présenter la première conférence, je crois, est celle d'Ève Pouliot. Mme Pouliot est professeure au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2006, où elle enseigne l'intervention auprès des jeunes, la déviance sociale, la méthodologie de la recherche et l'intervention familiale. Elle est chercheure régulière au CRUGEF et aussi au JEFAR, le Centre de recherche jeunes, familles et réponse sociale, et à la chaire de recherche événements traumatiques, santé mentale et résilience. Ces recherches portent sur les jeunes, les familles vulnérables, notamment dans des contextes de catastrophes et de maltraitance. On peut comprendre comment sa conférence peut être particulièrement importante aujourd'hui. Madame Pouliot, je vous cède la parole. Madame Maltais est aussi professeure titulaire au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire de recherche événements traumatiques, santé mentale et résilience. Elle est co-chercheure principale du risque et chercheure collaboratrice au sein du CRUGEF. Depuis les 20 dernières années, ses travaux de recherche portent principalement sur les conséquences des événements traumatiques et des catastrophes de tout type sur la santé, le fonctionnement social des jeunes, des adultes et des aînés, ainsi que sur les intervenants psychosociaux. Je tiens à souligner que Mme Maltais avait fait un travail vraiment intéressant dans notre compréhension des événements qui ont suivi la catastrophe qu'on a vécue au lac Mégantic il y a quelques années, et ce qui a fait qu'on a recherché sa collaboration dans le contexte des travaux sur la pandémie ici à Québec. Merci beaucoup, Georges. Donc, oui, donc aujourd'hui, Daniel et moi, ce qu'on veut vous présenter, c'est un peu un portrait de la santé mentale des jeunes en contexte de pandémie, en lien avec l'étude Mavipan. Donc, c'est une étude qu'on mène avec d'autres collègues. J'ai vu que certaines étaient présentes aujourd'hui. Donc, Marie-Claude Sinard, Daniel Naldo, Delphine Colin-Vézina et Georges, bien sûr. Puis, on a aussi des collaborateurs, donc une étudiante qui travaille avec nous, Sarah Séguin-Barry, Julie Tremblay, qui est professionnelle au CRUGEF, Denis Lacerte, qui est statisticien, Gabrielle Moss, qui est étudiante au doctorat, Marie Baron et Annie Leblanc, là, qui sont responsables de l'étude Mavipan. Donc, on avait pensé se présenter, mais c'est déjà fait, donc c'est parfait, ça va nous faire économiser du temps. On va d'abord faire une brève mise en contexte théorique et méthodologique de l'étude. C'est moi qui vais faire ça et ensuite, Daniel va vous présenter le profil des répondants, quelques résultats préliminaires, puis à la fin de la présentation, en fait, je vais revenir avec certains éléments là, de discussion.
Donc, peut-être juste ajouter à notre portrait qu'on s'intéresse effectivement depuis longtemps aux conséquences des catastrophes. Donc, Danielle, bien avant moi. Puis, moi, j'ai poursuivi avec elle quand je suis arrivée à l'Université du Québec à Chicoutimi, plus pour les dimensions familiales, mais aussi pour donner une voix aux jeunes qui sont dans ces situations-là. Donc, on a notamment travaillé à Lac-Mégantic, comme Georges l'a mentionné. Puis, en ce moment, on fait aussi 2 autres études. Donc, une au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est financée par les IRSC et une autre qui est financée par le CRSH dans la région de l'Outaouais. Donc, c'est possible aussi là, que lors de la table ronde, on revienne aussi sur des éléments qui émanent de ces recherches-là. Tania, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est bon. Donc, la mise en contexte théorique, en fait, vous le savez, nous le savons tous, la pandémie, elle a eu des répercussions quand même importantes sur les jeunes. Donc, on a fait une recension des écrits sur la question pour voir un peu qu'est-ce qui ressort de la littérature scientifique. Donc, on voit d'une part, ce qui est beaucoup documenté, ça concerne la santé mentale. Donc, c'est une préoccupation évidemment importante. Donc, on voit que suite à la pandémie, les jeunes vont présenter plus de symptômes dépressifs, anxieux, des manifestations de stress post-traumatique, comme on peut le voir aussi à la suite d'autres types de catastrophes, des pensées suicidaires ou même d'automutilation. Les humeurs, les émotions vont changer, vont parfois être un petit peu plus sombres. Ils vont vivre des peurs, des craintes, mais dans certains cas, ça va aussi avoir des impacts positifs au niveau de leur développement personnel. Donc, ça va les amener à revoir leurs valeurs, leur façon de penser, leurs priorités. Donc, ça peut aussi avoir un impact positif. Au niveau physique, évidemment, il y a le virus qui est là, on a pu être malade, mais au-delà de ça, il y a aussi l'accès qui peut être complexifié là, au niveau des soins, des médicaments. Donc, la demande d'aide qui, surtout lors de la période de confinement, a été plus difficile pour les jeunes. Au niveau des habitudes de vie, ça a évidemment entraîné différentes modifications. Donc, on a vu apparaître chez certains jeunes des troubles du sommeil, une consommation au niveau des substances psychoactives qui a pu augmenter. L'alimentation a changé aussi, donc des fois c'est positif, on fait des meilleurs choix à santé, etc., mais ça peut également être négatif dans certains cas et il y a certaines études qui notent aussi des troubles des conduites alimentaires chez les jeunes. Évidemment, au niveau du temps d'écran, c'est quelque chose qui a été beaucoup médiatisé. Donc, on sait que le temps d'écran a beaucoup augmenté chez les jeunes. Donc, il y a des études qui portent également là-dessus et sur l'utilisation que les jeunes font des écrans. Au niveau de la vie scolaire, c'est certain qu'il y a eu des chamboulements quand même importants. Donc, beaucoup de jeunes qui ont dû suivre leurs cours à distance. Donc, on a vu des taux d'absentéisme plus élevés avec les cours en ligne, une réduction aussi chez certains jeunes, de la concentration, de la motivation scolaire et une diminution aussi chez certains du rendement scolaire. Au niveau de la vie familiale, on a vu une augmentation des conflits, l'anxiété de séparation, surtout chez les enfants les plus jeunes, une diminution de l'intimité qui peut être complexe, par exemple, chez des adolescents qui auraient envie de se retrouver seuls parfois et qui là se retrouvent, là, surtout en période de confinement, toujours avec les autres membres de leur famille. Ça peut aussi engendrer des charges accrues, donc par exemple des adolescents qui ont dû prendre en charge leurs frères et sœurs pour la gestion des devoirs notamment. Mais dans certains cas, on sait que ça a eu des impacts positifs, donc notamment une augmentation des liens familiaux. Au niveau de la vie sociale, on parle d'un plus grand isolement, de problèmes liés à la solitude, des problèmes d'ajustement social aussi, puis une perte de soutien, que ce soit le soutien des pairs, mais aussi du voisinage, du milieu scolaire. Donc, nous, on s'intéresse au domaine des catastrophes, comme je l'ai mentionné depuis plusieurs années, puisque la littérature nous dit en contexte de catastrophe, c'est que les effets peuvent être quand même à plus long terme. Donc, on a différents profils de jeunes qu'on peut retrouver. Les 2 premiers, ils nous préoccupent moins. Donc, c'est les jeunes qui sont résilients ou qui vont récupérer puis se rétablir quand même assez rapidement après l'événement. On a 2 profils de jeunes qui peuvent être un petit peu plus questionnants ou inquiétants. Donc, d'abord, les jeunes pour qui les problèmes vont persister dans le temps, mais aussi des jeunes qui vont présenter un retard de détresse, c'est-à-dire qu'à court terme, ils semblent bien aller, mais ils vont développer de la détresse un petit peu plus tard.
Donc, les difficultés chez les jeunes, elles peuvent être intenses et persister pendant plusieurs années. Donc, on peut anticiper la même chose également dans le contexte de la pandémie. Ce qui est important de vous dire aussi, c'est que nous, on conceptualise la catastrophe, donc on considère que la pandémie, c'est une catastrophe et qu'une catastrophe, en fait, c'est un continuum d'événements stressants. Donc, il y a la pandémie en elle-même qui va occasionner du stress, des craintes, des hospitalisations, des deuils dans certains cas. Mais au-delà de ça, il y a tous les stresseurs secondaires qui découlent de la pandémie et qui vont engendrer différentes pertes. Donc, pour les jeunes, bien, ça peut être au niveau de leurs conditions de vie. Leurs parents ont pu perdre leur emploi, ils peuvent avoir vécu la séparation de leurs parents, ils ont vécu une perte de soutien social, le lien avec les amis, le lien avec l'école. Donc, tous ces stresseurs secondaires-là vont être aussi importants à considérer. Et ils peuvent vivre aussi d'autres événements de vie qui viennent les marquer à la suite de la pandémie. Donc, une rupture amoureuse, par exemple, des échecs scolaires, qui viennent aussi mobiliser leur capacité d'adaptation et leurs ressources. Donc, tout ça, ça fait en sorte, dans le fond, que les jeunes peuvent s'épuiser graduellement à force de vivre un cumul de stresseurs comme ça. Certains vont être résilients, comme on le mentionnait tantôt, mais dans certains cas, on peut assister à un certain épuisement chez ces jeunes-là, une dégradation de leur état de santé mentale. Donc ici, c'est simplement une petite image que je trouvais intéressante, qui démontre que la pandémie, bien, elle n'a pas touché tout le monde de la même façon, c'est-à-dire que chaque jeune avait son bagage, des traumatismes parfois antérieurs. Et là, il y a la pandémie, tous les stresseurs qui s'ajoutent à ça, qui font en sorte qu'à un moment donné, il peut y arriver un petit événement de vie et on a l'impression que la personne réagit de façon trop amplifiée ou trop grande, mais c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Donc, pourquoi l'étude Mavipan? Bien, d'abord, puis pourquoi s'intéresser plus spécifiquement aux jeunes de 14-24? On s'est rendu compte que les recherches étaient beaucoup menées auprès d'adultes ou de jeunes variés sans faire de comparaison en fonction de l'âge. Aussi, les recherches étaient surtout centrées sur les conséquences liées à la santé mentale. On s'y intéresse, nous aussi, mais on s'est intéressé également à d'autres dimensions du vécu des jeunes. Beaucoup de recherches sont faites avec des devis quantitatifs, des recherches aussi qui sont transversales, qui ne permettent pas de comprendre le vécu des jeunes et l'évolution de ce vécu-là dans le temps. Donc, un peu en lien avec les trajectoires que je vous présentais. Et on trouvait important de donner une voix aux jeunes en ce qui concerne leur avenir, leur vécu, parce que souvent, on a tendance à aller interroger les enseignants, les parents pour savoir ce que vivent les jeunes. Et nous, on pense que les jeunes ont des choses à dire qui ne sont pas nécessairement ce que leurs parents ou leurs enseignants pensent. Donc, au niveau méthodologique, en fait, aujourd'hui, on va vous présenter juste les réponses à la première question. On n'est pas rendu à la deuxième. Donc, on s'intéresse à comment le contexte de la pandémie et les mesures sanitaires et sociales qui en découlent affectent la santé et le bien-être des jeunes. Puis, bien, dans une autre phase, on va regarder les facteurs qui sont associés à la santé et au bien-être des jeunes, là, et on parle toujours de jeunes de 14 à 24 ans dans le contexte de la pandémie. Donc, l'étude Mavipan, en fait, c'est une vaste enquête qui a permis, lors du baseline, donc lors du premier temps de mesure qui s'est déroulé entre le mois d'avril et le mois d'août 2020, de rejoindre 2705 répondants. Nous, on s'intéresse plus particulièrement aux 217 jeunes âgés de 14 à 24 ans. Donc, il y a eu d'autres temps de mesure par la suite, mais nous, on vous présente aujourd'hui là, seulement le premier temps. C'est important aussi brièvement de contextualiser, dans le fond, les mesures sanitaires qui ont été en vigueur lors de cette première vague-là, donc au moment de notre collecte de données. Donc, on sait que c'est à partir du mois de février qu'on a entendu parler davantage de la COVID au Québec et on a atteint le seuil des 10 000 cas le 7 avril et celui des 50 000 cas le 29 mai 2020. Les mesures du confinement ont été nombreuses à partir du 11 mars. Donc, on a commencé à avoir des interdictions de rassemblement. Les lieux publics ont fermé. Même chose pour les établissements d'enseignement, les services de garde à partir du 16 mars. Tous les commerces et services non essentiels et finalement, les commerces essentiels aussi. Donc, on a assisté graduellement à un confinement généralisé de la population entre le mois d'avril et le mois de mai. Il y a des mesures de déconfinement qui ont été annoncées progressivement. Donc, les régions se sont ouvertes à partir du 18 mai, mais à Montréal, mais ce n'était pas le cas.
Les écoles ont aussi ouvert leurs portes à partir du 11 mai, mais c'était à ce moment-là une fréquentation scolaire qui était non obligatoire. Donc, vous voyez, on a plusieurs échelles qu'on a utilisées. Aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement du bien-être, de l'insomnie, stress, anxiété, dépression, hostilité et solitude. Mais il y a d'autres éléments qu'on a également mesurés. Donc, je vais laisser Daniel vous parler du profil des répondants et de nos résultats préliminaires. Parfait, merci beaucoup, Ève. Donc, Donc, la majorité, dans le fond, des répondants sont âgés entre 18 et 25 ans, la première à gauche. La majorité sont des femmes aussi. Puis, un peu plus près de la moitié provient de la capitale, la région de la capitale nationale, mais il y a aussi une proportion assez importante de répondants qui sont dans la région de la Chaudière-Appalaches. Dans les autres régions, il y en a moins, puis il y a plusieurs autres régions. Là. Donc, on ne peut pas dire que toutes les régions du Québec sont représentées, dans le fond, dans cette enquête-là. C'est surtout des jeunes de la capitale nationale. Ce qu'on dit aussi, c'est que la majorité, dans le fond, sont des citoyens canadiens. La majorité sont célibataires, 60 %. La majorité ont obtenu soit un diplôme d'études collégiales ou un diplôme universitaire. Donc, on peut dire que c'est une population de jeunes qui est assez éduquée. Parfait, on peut passer à l'autre. Donc, 20 % des jeunes ont déclaré qu'ils vivaient un problème de santé mentale, dont 17 % ont dit aussi qu'ils avaient été diagnostiqués ce problème de santé mentale-là. 14 % font face à une incapacité ou à une déficience intellectuelle ou physique. Et au moment de la collecte des données, la grande majorité fréquentait un établissement scolaire aussi. Avant la pandémie, 70 % occupaient un emploi rémunéré, puis ce pourcentage-là est baissé à 64,7 % pendant la pandémie. Et ce qui est important aussi, c'est près d'un jeune sur deux, jusqu'à 49 %, c'est près de la moitié, dans le fond, des jeunes qui étaient inquiets de leurs conditions financières pendant la pandémie. Donc, au niveau de l'exposition maintenant à la pandémie, il y a une très faible minorité de répondants ont contracté le virus, mais il y a quand même 17 % qui ont soit été en contact avec une personne susceptible d'être contaminée ou ayant été contaminée par la COVID. Mais malgré que les gens étaient peu exposés soit à la COVID ou étaient une exposition indirecte à la COVID, il y a quand même 41 % des jeunes qui avaient des craintes de consulter un médecin ou les urgences ou tout autre type de clinique de santé par peur de contracter le virus. La majorité aussi, 64 % estimaient que leur état de santé physique était excellent ou très bonne, et malheureusement, ce pourcentage-là a diminué à 47 % dans le fond par rapport à la santé mentale. Donc, excuse-moi, si on prend l'évolution, c'est ça. Hein? Par rapport à l'évolution de la santé mentale, dans le fond, puis la santé physique, le tiers des répondants estimaient que leur état de santé physique était moins bon depuis le confinement, tandis que ce pourcentage augmentait à 47 % pour ce qui est de la santé mentale. Donc, on peut dire qu'à peu près un jeune sur deux estimait une dégradation de leur état de santé mentale depuis la pandémie. Au niveau de l'anxiété, dans le fond, il y a dans toutes nos variables de santé psychologique qu'on a étudiées, il n'y a pas de différence significative entre les jeunes de 14 à 17 ans versus les 18-24 ans. Il y a peut-être une seule différence au niveau dans le fond, de comportement hostile, mais ça, on n'a pas encore les données exactes. Mais on sait qu'il y a des différences significatives au niveau de l'hostilité. Au niveau de l'anxiété, était modérée pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans, tandis qu'elle était normale, dans le fond, pour ceux âgés de 18 à 24 ans. Donc, on peut ne pas s'inquiéter par rapport au niveau d'anxiété des jeunes qui ont complété le premier sondage. Au niveau de la situation de la dépression, c'est à peu près la même situation. Le niveau de dépression était modéré pour les 14-17 ans et léger pour les 18-24 ans. Par contre, le niveau de stress des répondants est soit léger pour les 14-17 ou normal pour les 18-24 ans. Donc, on considère que son état de santé physique n'est pas si bon, puis son état de santé physique et psychologique s'est détérioré, mais on n'est quand même pas stressé tant que ça. Là. On est soit légèrement stressé ou on n'est pas stressé, on est normalement stressé. Pour ce qui est du bien-être, les répondants obtiennent un score de 21 ou de 22, comme c'est démontré là, sur une échelle pouvant varier de 7 à 35 points.
où 28 représentent, dans le fond, les gens qui ont 28 et plus, ils font partie des 15 de la population qui ont des scores supérieurs. Donc, on peut dire que ça ne va pas si mal que ça au niveau de l'échelle du bien-être, mais ce n'est pas quand même des résultats très positifs. Au niveau de la solitude, c'est une variable qui est assez inquiétante. Le score de solitude des répondants est pour sa part relativement élevé, car 12 représente le fait de se sentir seul. Donc, nos répondants ont soit 10 sur 12 ou 9 sur 12 pour les 18-24 ans. C'est quand même inquiétant. Puis on sait que se sentir seul, dans le fond, ça peut avoir des impacts importants sur la santé mentale. Pour ce qui est de l'insomnie, on remarque l'absence de problèmes de santé chez ces répondants-là, que ce soit les jeunes âgés de 14 à 17 ans ou 18 à 24, où la couleur verte représente l'absence de problèmes d'insomnie. Enfin, 33 auraient des comportements hostiles envers les autres, comme par exemple, il y avait 6 questions qui étaient posées, comme entre autres, faire des crises de colère incontrôlables, tendance à se sentir facilement agacé ou contrarié, ou avoir des envies de frapper ou de faire mal à quelqu'un. Donc, c'est quand même un chiffre un peu inquiétant, là, à mon avis. Le tiers des répondants auraient eu des comportements ou auraient des comportements hostiles. Donc, en gros, c'est ça les faits saillants qui sortent de notre étude sur la santé physique et mentale des jeunes pendant la pandémie. Et là, je redonne la parole à Ève. Merci, Danielle. Donc, en fait, bien, comme Danielle l'a mentionné en vous présentant le profil des répondants, on voit que nos jeunes, ils ne sont pas représentatifs de la population générale. Donc, on a beaucoup plus de jeunes de la capitale nationale. Au niveau de la citoyenneté, c'est quand même un groupe qui est homogène également. Lors de la première vague aussi, on constate que les jeunes avaient été peu exposés à la pandémie, mais il y avait quand même des craintes de consulter les services et les milieux hospitaliers. Donc ça, on présume évidemment que c'est quelque chose qui a évolué là, au fil du temps. On voit que la pandémie, elle a quand même des impacts dans certaines sphères de la vie des jeunes. Donc, au niveau des 18-24, on parle plus spécifiquement des pertes d'emploi puis un stress financier qui semble inhérent à cette situation-là. On parle également de sentiments de solitude chez l'ensemble de nos jeunes, d'une détérioration importante de la perception de leur état de santé physique et mentale, puis une détérioration aussi des sentiments par rapport à la vie en général. Les jeunes de 14-17 ont un portrait un peu plus sombre au niveau de leur anxiété, la dépression et les manifestations de stress. Il y a certains facteurs de protection, par contre, qui semblent être présents. Donc, on parle d'un niveau qui est quand même élevé de bien-être, puis un score qui est peu élevé à l'échelle d'insomnie. Donc, c'est sûr que nous, face à ces résultats-là, il y a des choses qu'on veut approfondir. On veut documenter notamment l'évolution des caractéristiques des jeunes pour dégager des profils ou des trajectoires. Donc, voir au fil du temps, avec les autres temps de mesure, dans quelle mesure, dans le fond, le profil des jeunes change? Est-ce qu'il semble indiquer un épuisement graduel? Donc, est-ce que leur santé mentale se détériore? Ou à l'inverse, ils semblent résilients et développer des stratégies d'adaptation adéquates? On souhaiterait évidemment augmenter le nombre de jeunes de 14-17 qui vont participer aux prochaines phases de l'étude, diversifier aussi l'échantillon qui est plus homogène et non représentatif, comparer le portrait des jeunes à celui des adultes, puis identifier aussi les facteurs de vulnérabilité et de protection qui sont associés aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Donc, voir dans le fond, dans les autres éléments qu'on a mesurés, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes vont mieux ou vont moins bien dans le fond. Donc, on en est là dans cette étude-là, puis on vous a laissé nos coordonnées si vous souhaitez nous rejoindre, nous poser des questions supplémentaires à l'égard de cette étude. Merci beaucoup, Mme Pouliot, Mme Maltais. Très intéressant. On ressort avec beaucoup de questions, puis on a hâte à la période d'échange à la fin de la rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais céder la parole à Mme Van den Toren, que j'aimerais présenter. Madame Stéphanie Van den Toren est épidémiologiste, docteur en médecine et en sciences. Elle est coordonnatrice du programme Inégalité sociale de santé à Santé publique France et chercheur affilié à l'Université de Bordeaux. Ses travaux portent sur les déterminants sociaux de santé, notamment auprès de populations en situation de vulnérabilité, par exemple des familles sans domicile, des gens du voyage, et ont porté sur différentes crises sanitaires, avec récemment une étude sur le vécu des enfants lors du premier confinement
liées à l'épidémie de la COVID-19. Madame Van den Toren va donc nous parler de l'étude Conféado qui est réalisée présentement en France. Je vous cède la parole, Madame Van den Toren. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci pour cette invitation outre-Atlantique. Je suis en fin de journée, moi, donc excusez-moi si, si je ne suis pas assez vive sur certains points et n'hésitez pas à poser vos questions donc après. Je vais essayer de résumer ce travail qui s'appelle donc Conféado. C'est une étude qu'on a mis en place en partenariat avec l'Université de Tours, l'Université de Paris 13 et puis des chercheurs de diverses instances en France lors du premier confinement, notamment pour essayer de déterminer un petit peu quels étaient les facteurs qui étaient associés à la détresse psychologique des enfants et des adolescents alors et au décours du premier confinement lié à la Covid. Donc, le contexte, c'est qu'en France, on a eu une fermeture des écoles, comme dans beaucoup d'autres pays, et un confinement de la population pour limiter la propagation de l'épidémie du 17 mars au 11 mai 2020. Et c'est une période qui a été vécue difficilement pour certains enfants et adolescents, notamment les plus vulnérables aux problèmes de santé mentale, notamment parce qu'il y avait une diminution des interactions sociales et de l'activité physique, beaucoup de temps d'écran, des habitudes de sommeil qui étaient irrégulières et un impact donc sur leur bien-être à court et à long terme. On savait ça par les premières études, notamment celle du Lancet, qui avait montré un certain nombre de conséquences dans les pays qui avaient été touchés un peu avant, d'une part, et d'autre part parce qu'on sait que la fin de l'enfance et de l'adolescence sont des périodes critiques pour le développement et le bien-être mental. Enfin, on savait aussi, d'après les crises qui étaient déjà passées, comme le H1N1, Ebola ou d'autres, nous avaient déjà appris que ces crises provoquent un creusement des inégalités sociales, et en particulier sur la santé mentale, et que les conséquences peuvent être plus intenses chez les enfants ou les adolescents qui étaient issus de familles fragilisées. Malgré cela, on n'avait pas de données françaises disponibles sur les conséquences du confinement au moment où on a réalisé l'étude. Et on savait par la littérature qu'on allait donc travailler sur les problèmes de sommeil, d'anxiété, de dépression, voire même d'idéation suicidaire. Mais on avait peu d'études en France et encore moins sur la population des enfants et des ados, puisque je ne sais pas comment c'est au Québec, et d'ailleurs je serais contente de vous entendre sur ce point-là, mais je trouve que les enfants sont souvent des grands oubliés en général et que je ne sais pas si c'est parce que ce ne sont pas des votants, en tout cas on sort de la période électorale en France, mais en tout cas on prend rarement leur parole, si ce n'est à travers les parents ou les éducateurs ou l'éducation nationale, mais on a rarement la parole des enfants, donc on a voulu s'attacher à leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Donc durant le confinement, on a donc réalisé le protocole de cette étude qui avait pour objectif d'identifier les facteurs de risque et de protection aussi, de détresse psychologique qui étaient associés aux conditions de vie chez des enfants de 9 à 18 ans. Donc c'est une étude transversale avec comme critère d'inclusion 9 à 18 ans et qui pouvait donner leur consentement éclairé pour pouvoir remplir l'échelle de détresse psychologique qu'on a utilisée. C'est une enquête qui a été menée par Web Questionnaire avec une section pour le parent et l'adulte responsable qui donnait son consentement aussi pour l'enfant et puis qui était suivie d'une section que pour le jeune qui était donc donné un espace de parole que pour l'enfant. On a étudié des caractéristiques sociodémographiques, des conditions socio-économiques, des conditions de vie liées au confinement et à l'impact de la pandémie au sein des ménages, des activités durant le confinement et aussi l'impact de la pandémie sur les activités scolaires. Et ensuite, on a évalué la détresse psychologique par l'échelle de Children and Adolescent Psychological Distress Scale, qui est une échelle d'auto-évaluation avec 10 items pour mesurer l'anxiété, la dépression et le comportement agressif. Donc, ensuite, on ne voit pas le PowerPoint en mode présentation. On ne le voit pas défiler. Est-ce que c'est possible de le mettre en mode présentateur? Ça va mieux? Et là, ça défile? Oui. OK, super. Donc, les premiers résultats donc, ont montré qu'on avait donc,
plus de 3148 enfants et adolescents qui ont été inclus dans cette étude. On a aussi une spécificité, c'est qu'on a pris des jeunes qui étaient pris en charge par la protection de l'enfance. Donc, on a réussi à en recruter une petite cinquantaine. On avait un échantillon qui se composait essentiellement de filles, donc 70%, et 29%, enfin, à peu près 30% de garçons, surtout des enfants qui étaient assez âgés, finalement, puisqu'on a eu plus d'enfants de 15 à 18 ans que de plus jeunes. On a eu 23% de familles monoparentales, 7% de parents qui étaient nés à l'étranger et près de 14% des parents qui n'avaient pas de diplôme, 35% qui avaient juste le baccalauréat. Donc, on a quand même réussi d'avoir un recrutement assez hétérogène en termes de catégorie sociale, avec 19% de parents cadres, 27% de professions intermédiaires et 31% d'employés, ou 6% d'ouvriers. Et on avait 13% des familles qui souffraient d'isolement social. Alors, le premier résultat qui nous a frappé, c'est ce qu'on a, on ne pensait pas l'avoir si tôt, en tout cas, c'est des inégalités de genre, puisqu'on a eu des filles qui étaient beaucoup plus touchées que des garçons, avec une différence qui était statistiquement significative. Et le deuxième point, c'est qu'on a eu des adolescents qui étaient plus touchés que les enfants. Donc, en termes d'âge et de sexe, vraiment des disparités importantes. On avait ensuite une détresse beaucoup plus marquée dans les familles fragilisées. Donc, on a l'échelle de détresse psychologique qu'on a classée en non, aucune détresse psychologique, une détresse psychologique modérée et une détresse psychologique sévère. Et on voit donc que les enfants qui avaient des parents tous les deux nés à l'étranger souffraient plus de détresse psychologique. Ceux qui n'avaient pas de soutien parental et de soutien social de la part des parents, enfin que les parents n'avaient pas de soutien social aussi. Pareil pour les familles monoparentales qui étaient fragilisées avec des enfants qui étaient plus souvent en détresse psychologique. Et puis, c'était aussi lié au niveau d'éducation des parents. On avait également travaillé un peu plus, de façon plus fine, sur savoir quel métier exerçaient les parents et les enfants de parents employés ou dans les travaux manuels ou qui étaient inactifs au chômage, ainsi que les artisans, avaient plus souffert de détresse psychologique que les parents qui étaient dans des catégories intermédiaires. Et surtout, ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est de voir que les enfants qui avaient des parents qui étaient dans le soin ou qui travaillaient vraiment dans ce qu'on appelait les premiers de corvée, c'est-à-dire les métiers vraiment frontline, étaient plus souvent en détresse psychologique que les autres. Enfin, les enfants qui étaient avec des parents qui vivaient dans des conditions économiques plus difficiles, notamment sur la santé financière perçue, ou qui avaient eu vraiment des pertes de revenus pendant le confinement, voire des difficultés d'alimentation, d'insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui n'avaient pas du tout de connexion Internet, avaient plus souvent des détresses psychologiques sévères. La détresse psychologique sévère des enfants était aussi liée aux conditions de logement difficiles, puisqu'on a vu que les enfants qui étaient dans des communes de population très peuplées ou au contraire très isolées étaient plus souvent touchés. Les enfants qui vivaient en appartement ou dans une maison sans accès extérieur ou sans jardin, ceux qui n'avaient pas de possibilité d'avoir un accès à l'espace intérieur. Et enfin, on a trouvé également que les enfants et les adolescents qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler dans leur maison, dans leur logement, souffraient plus souvent de détresse psychologique, et c'était surtout vrai chez les adolescents. Donc ensuite, on a fait donc un modèle multivarié et on retrouvait, on a fait ce modèle multivarié, on retrouvait aussi dans ce modèle multivarié des activités qui étaient liées à la détresse psychologique, ou plutôt le manque d'activité, notamment ceux qui ne pouvaient jamais sortir, qui n'allaient jamais dehors, ceux qui n'avaient jamais d'activité ludique avec leurs parents pendant ce temps du confinement, ceux qui passaient plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux ou sur les écrans, ainsi que ceux qui ne pouvaient pas du tout avoir perçu en tout cas les devoirs comme quelque chose de très difficile et qui se sentaient dépassés par leurs devoirs, étaient plus souvent en détresse psychologique que les autres.
Enfin, on a trouvé une détresse aussi liée à l'impact de la pandémie, notamment pour ceux qui se sont sentis moins bien qui ne pouvaient pas avoir des activités avec leurs parents, et ceux qui avaient quelqu'un qui était affecté ou hospitalisé, un de leurs proches qui était infecté, voire hospitalisé à cause du Covid, étaient plus souvent en détresse psychologique. Donc, on a fait la même chose aussi pour des modèles qu'on a fait plutôt sur la détresse modérée. Donc, on a fait plusieurs modèles où on retrouvait à peu près les mêmes éléments. Donc, je vous passe un petit peu. C'était plutôt des modèles qui montraient la détresse psychologique sévère versus aucune, ou alors versus léger. Et ce qu'on a trouvé à peu près les mêmes facteurs. Quand on a comparé nos résultats avec la littérature, on a vu que les adolescents présentaient davantage de troubles émotionnels et comportementaux que les enfants plus jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans la littérature et qu'on retrouve dans notre étude. Pareil pour les filles, cette inégalité de genre, on a trouvé aussi une étude au Brésil qui montrait que les filles présentaient des niveaux d'anxiété plus élevés que les garçons pendant le confinement. Juste un petit point là-dessus, on pensait que c'est lié peut-être aussi aux outils psychométriques, où on dit que les jeunes filles sont plus à même de donner leurs émotions et de parler de leurs émotions que les garçons. C'est vrai, mais ça ne suffit pas à expliquer la différence de niveau. On pense qu'il y a aussi des inégalités de genre dans la mesure où ce n'est pas présenté ici, mais les filles déclaraient beaucoup plus souvent que les garçons avoir dû s'occuper de leurs frères et sœurs pendant le confinement, avoir dû faire les tâches domestiques et avoir participé à la charge du ménage. Le fait de vivre dans une famille monoparentale a été vraiment retrouvé aussi dans la littérature comme un facteur altérant la santé mentale. Et en France, c'est ce qu'on trouve aussi, une proportion d'enfants qui présentent des problèmes émotionnels beaucoup plus élevés dans les familles monoparentales. Un faible niveau d'éducation aussi, c'est un facteur influençant la santé mentale des jeunes. Et puis la littérature a confirmé le fait que l'isolement social, comme celui qu'on a retrouvé, était associé à la détresse psychologique, ainsi que les pertes financières liées à l'épidémie ou résultant du confinement. Par contre, notre étude a quelques faiblesses. D'abord, c'est contrairement à ce qui vient de vous être présenté avant, c'est un schéma d'étude transversale, donc c'est difficile de conclure à des relations causales entre les effets mesurés et la détresse. Il n'y avait pas de plan de sondage, donc c'est un échantillon qui est, on va dire, de convenance, qui n'est pas forcément représentatif, mais et on a aussi une surreprésentation des filles. Par contre, elle a également aussi des forces, c'est que même si on n'a pas de plan de sondage, on s'est bien sûr attaché à prendre en compte une diversité des situations sociales pour bien tenir compte des inégalités sociales de santé. Et je pense que la fracture sociale est très nette dans cette étude. On a vu un petit peu les différents aspects. On a d'ailleurs très peu de professions intermédiaires. On a plutôt des enfants favorisés et des enfants défavorisés. On s'est attaché aussi à pouvoir prendre directement le vécu des enfants sur le confinement. Donc là, je vous présente des études quantitatives. On a aussi beaucoup de dessins des enfants qu'on est en train d'analyser et des verbatims où le mot copain revient souvent, le fait d'être séparé des grands-parents ou des copains revient souvent. L'échelle utilisée aussi présente de bonnes caractéristiques psychométriques, donc ça a permis d'utiliser vraiment comme une mesure fiable de la détresse. L'échantillon était suffisamment large pour montrer un nombre conséquent de variables associées à la détresse psychologique. Et puis, ça nous a permis de dégager des leviers de prévention en santé mentale assez tôt pour le gouvernement dans la population des enfants et des adolescents. On a pu ainsi recommander, avec d'autres, bien sûr, de ne pas fermer les écoles, ou en tout cas d'essayer d'atténuer l'effet de fermeture des écoles en faisant de la promotion aussi de la santé mentale auprès des enfants, de pouvoir garder des sorties du logement, puisque ceux qui étaient avec aucune sortie à l'extérieur allaient beaucoup plus mal, donc d'insister sur les activités ludiques et le fait de pouvoir sortir à l'extérieur. Donc on a pu intégrer des politiques publiques un peu qui soient socialement différenciées en attachant un point particulier de vigilance pour soutenir et accompagner les familles en situation de fragilité à cause de leurs conditions socio-économiques et avec un soutien financier, d'identifier et de soutenir les jeunes. Donc, le confinement avait été vraiment difficile et de renforcer les facteurs de protection comme la qualité des relations et des activités, si possible sans écran, au sein de la famille, avec une information accessible, adaptée aux parents et aux enfants sur la situation, avec une continuité pédagogique et un retour le plus rapide possible en classe.
Et enfin, d'accompagner aussi les jeunes dont un proche avait été affecté ou hospitalisé des suites de la Covid parce que ça n'avait pas toujours été priorisé. Donc, toutes ces recommandations ont fait l'objet de lobbying auprès des politiques publiques. Et juste pour vous dire, là, il y a un plan assez fort du quinquennat sur la protection de l'enfance qui vient d'être voté récemment. Donc, on espère que tout cela portera ses fruits. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est comme il y a comme un filon entre les deux études qui ont été présentées jusqu'à maintenant, de voir que la détresse est un phénomène important qu'il va falloir auquel on s'attarde autant pour nos jeunes, nos moins jeunes, mais aussi avec ce qui ressort de votre analyse, c'est toute la question du risque social, la vulnérabilité, puis comment la détresse est augmentée dans ces milieux-là. On a encore une fois trop de questions, on ne va pas les aborder maintenant, on les abordera tout à l'heure. J'aimerais céder la parole à Mme Glovatz, que j'aimerais présenter. Fabienne Glovatz, professeure à la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation de l'Université de Liège, directrice de l'unité de recherche ARCH, adaptation, résilience et changement, et du service de psychologie clinique de la délinquance de la faculté de psychologie. Elle mène une enquête en ligne destinée aux adolescents et abordant différentes facettes de leur vécu durant cette période de confinement, ainsi qu'une enquête rassemblant près de 25 000 étudiants aux études supérieures en Belgique. Madame Glovatz, je vous cède la parole. Bien, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais à mon tour partager le diaporama. Est-ce que vous le voyez? C'est bon. Bien, donc merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vous allez entendre que cette présentation s'inscrit vraiment dans la lignée des présentations précédentes. Il y a quand même beaucoup d'informations et de données, de résultats qui font résonance. Alors, je vais peut-être recontextualiser dans un premier temps la motivation et le contexte de ces différentes études que j'ai menées. Il est vrai que dès le moment où il y a eu cette pandémie qui a été déclarée, j'ai eu une impression et vraiment d'une urgence et d'une obligation presque morale et éthique de mener ces recherches en tant que chercheur et clinicienne, et ce, avec mon équipe de recherche. En effet, en tant que clinicienne, j'ai pu constater vraiment toute une série d'anxiété, d'angoisse au sein de la population de jeunes, mais pas seulement des jeunes. Et donc, on s'est armé donc sans fonds qui ont pu subventionner ces différentes recherches, et on a mené différentes études en ligne à différents temps de la mesure. Alors, l'idée était, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, et je pense qu'on a ce devoir de pouvoir vraiment observer, donner du sens, comprendre, et également, et ce n'était pas l'objectif premier, mais éclairer les politiques publiques comme on vient de le voir. C'est aussi un exercice qui s'est fait durant toute cette pandémie. Alors, comme je le disais, on est quand même confronté à une situation peut-être qu'on a déjà oublié, parce que vous savez, la mémoire est ce qu'elle est, et c'est vrai que l'on sait, oui, il y a eu confinement total, oui, il y a eu cette pandémie, mais on s'y est habitué à cette pandémie. La pandémie fait partie de notre quotidien depuis maintenant 2 ans, mais rappelez-vous, au départ de cette pandémie, nous avons quand même vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire, en ce sens que la planète entière a été confrontée à l'invasion d'un virus, avec cette position de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment faire, et avec des adultes, les adultes référents de nos jeunes, avec les médecins, avec les enseignants, avec les psychologues qui étaient dans cette position. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les grands-parents ne pouvaient pas parler de leur propre histoire, de ce qu'ils avaient déjà vécu pour éclairer leurs petits-enfants ou leurs enfants. On était vraiment dans une situation de sidération et vraiment de paralysie vraiment très importante, hein. Et aussi dans une situation, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, je pense que ça l'est en France, en tout cas ça l'a été en Belgique, où très rapidement on a un discours très clivant et amenant vraiment une catégorisation très clivante entre les aînés qu'il fallait protéger et les jeunes qui étaient inexistants, ou qui est existant au sens de il risquait de pouvoir diffuser ce virus en ne respectant pas les mesures. Donc, discours très clivant qui était extrêmement dommageable, je pense, pour les jeunes de tous âges, et extrêmement dommageable également par rapport à l'attention qu'on leur a accordée durant ces premiers temps de la crise. Alors, je prends souvent l'image de cet ours-là qui hiberne, hein. On a mis les jeunes en hibernation, hein. Alors, au départ, c'était une hibernation, c'est-à-dire restez tranquille, ne bougez pas, et on attendait
les deux une position soumise, et ils ont une position extrêmement soumise, tout à fait interpellante. Moi, je dirige un service de psycho de la délinquance, et donc je suis souvent confrontée évidemment à cette justement non-soumission et opposition par rapport aux règles. Et là, on a vraiment une soumission très importante. Hibernation, vous savez, l'hibernation, c'est un temps où il s'agit de pouvoir se ressourcer, de pouvoir mobiliser toute une énergie qui va être ensuite mise au profit de la sortie de cette hibernation. Si ce n'est qu'ici, on ne savait pas combien de temps, on ne savait pas l'issue non plus de ce temps. Et donc, ces adolescents, ces enfants, ces jeunes ont été vraiment positionnés dans une position très passive, d'attente, où ils n'avaient pas la parole, droit à la parole. Alors, pour contextualiser, donc il s'agissait ici de dire la Belgique, qu'avons-nous vécu en Belgique, et il serait intéressant de retracer les mesures. N'essayez pas de lire ce graphique, il est illisible. Si on a connaissance d'un temps 1, c'est le confinement total et strict qui a été, je dirais, vécu du 17 mars au 4 mai. Donc, arrêt de toute activité, arrêt de tout, sauf le milieu hospitalier, sauf les travailleurs psychosociaux qui travaillaient dans des milieux hospitaliers. Hormis l'hôpital, tout était vraiment à l'arrêt. Ensuite, en vue de l'exposé ce jour, donc, je me suis dit, je vais aller pour chercher les différentes mesures qui ont été annoncées. Alors, nous avions un comité de concertation qui proposait les mesures, qui expliquait ou qui présentait les mesures à un rythme de toutes les semaines, tous les 15 jours, et toujours avec toute une série d'injonctions. J'ai essayé de retracer, ça a été totalement... Enfin, j'ai vite abandonné, j'ai fait quand même un essai ici en vous montrant quelques images concernant ce qui était proposé pour permettre une plus grande lisibilité de ce qui était proposé. Donc, il s'agissait, je dirais, de confiner, déconfiner, de distanciation sociale, de bulle sociale à 4, à 5, à 10, de fermeture d'école, de réouverture d'école, d'hybridation, de partiel, de distanciel, de priorité, de ciblage des 1-2, de 5e, 6e année. Et donc, mettons-nous dans la peau vraiment d'un jeune qui a traversé 2 ans de son histoire dans des processus où il était difficile d'anticiper, où il s'agissait de réagir dans un délai très court par rapport à des injonctions de fonctionnement. Mettez-vous à la place d'un enfant, d'un adolescent et d'un jeune où le discours dominant est celui de l'interdiction, de la restriction, de la distanciation sociale, de l'impossibilité d'occuper ces différents espaces sociaux. Eh bien, je pense que, ne fût-ce qu'en faisant cet exercice de rappeler des mesures, c'est extrêmement troublant et ça mène en tout cas un processus d'insécurité très important, d'imprévisibilité, mais aussi d'impossibilité d'agir par rapport à cela. Donc, les écoles ont été fermées et ont fonctionné ensuite de manière, je dirais, successive, avec une hybridation, avec des priorisations au niveau des classes, comme je vous le disais, et ce jusqu'au mois de septembre 2021, où là, on a vu une reprise en présentiel généralisée, avec ensuite un pic qui a amené une prolongation des vacances d'hiver pour éviter cette diffusion. À cela s'ajoutaient également tous les contacts positifs, donc je vous passe l'ensemble des mesures. J'imagine que vous avez dû vivre un petit peu la même chose que nous. Donc, tous les organismes de jeunesse, donc les organisations s'occupant de la jeunesse, les maisons de jeunes, les activités de loisirs, de sport, etc., ont été particulièrement impactés et ont été limités dans leur possibilité d'offrir ces services aux jeunes. Il faut néanmoins relever qu'il a été mis en place un protocole jeunesse bulle qui était accompagné d'un protocole qui visait à lutter contre le décrochage social et scolaire, avec tout un protocole où il était question d'avoir un entretien individuel, de pouvoir quand même proposer des activités, des groupes de parole entre jeunes. Il a été néanmoins trop peu utilisé, trop peu diffusé également. Donc, tout ça pour remettre en contexte, le contexte dans lequel ces 2 années qu'ont traversé, qu'ont nécessité vraiment des adaptations successives, avec le risque, comme on l'a dit précédemment, d'un épuisement au sein de la population. Autre élément également que je voulais souligner, c'est le télétravail. Donc, jusqu'il y a peu, il y avait également une injonction d'obligation de télétravail de manière partielle, tout du moins. Alors, toutefois, les données
recueillis auprès des professionnels, ce qu'on a pu relever, c'est que ce télétravail a été effectivement réalisé durant le premier confinement strict, et ensuite dans le secteur psychosocial, il y a eu vraiment une reprise du travail sur le lieu de travail avec des règles qui ont été énoncées et dictées par les institutions. Donc, mes études vont s'inscrire à différents temps de cette crise. Alors, je ferai ici référence à trois études dont je ne vais pas donner tous les détails, mais je vais vous donner les références des articles qui en émanent. Donc, une première enquête qui a été menée vraiment dès les premiers moments de ce confinement strict. Alors, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone du pays, et qui a été donc diffusée en ligne. 2871 adultes ont répondu à cette enquête qui était vraiment assez importante, qui évaluait non seulement la santé mentale, mais les comportements, les violences intrafamiliales, les violences conjugales et les conduites de consommation. Mais je n'aborderai pas tous ces éléments aujourd'hui. Et dans le cadre de cette enquête, donc, il y avait, parmi ce groupe, il y avait un sous-échantillon d'étudiants. Alors, je pointe cela parce qu'on va y revenir pour comparer avec les données de l'enquête qui a eu lieu en février-mars 2021, donc un an après, qui nous permettent de voir justement une évolution au niveau de cette population. Et au centre, vous avez une enquête jeune qui a été menée alors après le confinement avec 12-21 et avec, dont j'ai extrait les données pour les 12-18, et je vais rendre compte des résultats majeurs qui ressortent, qui vont vraiment faire écho avec ceux qui ont été précédemment présentés. Tout d'abord, donc, on a pu voir que pour l'ensemble de la population adulte, donc les 18 et plus, donc jusqu'à 80, eh bien, toute la population a été vraiment impactée par l'incertitude qu'imposait cette pandémie. Et donc, nous mesurions cette intolérance à l'incertitude avec différents items, et on a pu voir que l'ensemble de la population a fortement impacté par cela. Et cette intolérance à l'incertitude était corrélée, donc associée aux symptômes dépressifs et aux symptômes anxieux. Ensuite, on a mené des études comparatives par groupe d'âge. Donc, vous voyez, ici, on est en train de parler en termes de groupe d'âge. Ce qui ressort de ces études comparatives, c'est que c'est la population des 18-30 qui présente les plus hauts taux de prévalence, les plus hauts scores également de dépressivité, d'anxiété, d'intolérance à l'incertitude, mais également de perte au niveau des revenus. Donc, il ressort de cette première étude qui a été publiée dans la revue Psychiatry Research assez rapidement que ces jeunes en transition adulte, étaient vraiment particulièrement impactés par cette crise, par les pertes sociales qui étaient associées. Rappelons-nous que cette période est une période de vie toute particulière de transition qui est vraiment dédiée au développement de différentes compétences, à l'acquisition de nouveaux rôles, et qui va être aussi vraiment mobiliser des extensions identitaires, et qui notamment se caractérise par le besoin aussi de se sentir acteur, engagé. Et donc cette tranche d'âge a été particulièrement impactée dans ce premier temps de la pandémie. Ces résultats ont été confirmés dans de nombreuses études par la suite et ont permis d'identifier cette population, de réfléchir sur cette population. Je voulais juste ajouter, l'image que je vous ai donnée ici renvoie à ce groupe de 18-24 qui sont les NEED, donc qui ne sont pas en formation, qui n'ont pas d'enseignement et qui n'ont pas d'emploi, et dont on pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en forte augmentation. Alors, je n'ai pas de données objectivant cela, mais cela ressort vraiment des observations que l'on fait dans le secteur de l'aide à la jeunesse, où vraiment de nombreux jeunes de plus de 18 ans, normalement, qui ne relèvent plus de la protection et de l'aide à la jeunesse, sont vraiment dans des situations d'errance, de décrochage à tout niveau, et avec une forte dépressivité. Mais là, nous devons encore poursuivre nos recherches avec nos collaborateurs dans les différentes institutions. Alors, seconde étude qui a été menée un an après. Donc, qu'en est-il un an après la crise, sachant que les étudiants ont subi vraiment des modifications quand même très importantes. Ce sont les étudiants en enseignement supérieur qui regroupent tout un ensemble d'établissements. Alors, c'est une recherche qui a été financée par la ministre de l'enseignement supérieur.
Et donc, on a lancé, en collaboration avec 2 autres universités, une enquête en ligne et on l'a adressée à l'ensemble des étudiants. Alors, l'ensemble des étudiants, c'est 35 000 étudiants. Et nous avons eu 23 307 étudiants qui ont répondu entièrement à cette enquête très, très, très dense aussi dans ce qui était demandé. Alors, si on se renvoie aux données de mars 2020, on pouvait voir qu'on avait 33% de jeunes parmi les étudiants qui faisaient partie des 18-30, c'était 50%, qui présentaient des symptômes avérés d'anxiété qui étaient mesurés avec l'échelle HAD et 35% de dépression, ce qui est déjà élevé, donc ce qui était déjà élevé à ce moment-là. Un an après, qu'observe-t-on? On voit vraiment une augmentation. Alors, on n'est pas dans un design longitudinal, on a un autre échantillon, mais avec une population suffisamment importante. On voit vraiment une augmentation aux 50% à 55% de ces étudiants qui présentent des symptômes avérés, donc qui vraiment nécessitent des explorations cliniques de dépression et d'anxiété. Donc, il s'agit là vraiment d'une vraiment augmentation relevée. Alors, dans la lignée et dans la suite de ce qui a été dit précédemment, on a pu observer que les filles étaient plus nombreuses et présentaient des scores plus élevés au niveau de cette anxiété et dépression et au niveau de la tolérance à l'incertitude également précédemment, et les sujets s'étant déclarés également comme non-binaires et qui étaient une population qui a été aussi sous-étudiée, et donc il s'agissait d'1% de l'échantillon des 23 000 étudiants. Et ensuite, on a pu voir qu'un grand nombre d'étudiants également ont évoqué et rapporter des idées suicidaires. Alors, non seulement des idées suicidaires, mais également des plans suicidaires, donc ce qui était particulièrement inquiétant. Alors, on a questionné de manière plus ouverte et également au travers différents items ce qu'ils considéraient de ce qui avait été affecté leur état psychologique. Et sans surprise, évidemment, on va retrouver le manque de relations aux autres, le manque de motivation, le manque d'événements festifs, culturels, sportifs. Tout était, je dirais, pendant un an, tout a été plus ou moins à l'arrêt. L'incertitude par rapport aux études et par rapport à l'avenir, et l'absence de cours en présentiel, de manque de contact physique, mais également de perte de sens, si on prend principalement les productions qui étaient majoritaires dans ce qui était dit. Donc là, on a vraiment des indications par rapport à comment, dans leur vécu, dans leur expérience subjective, ce qu'ils considéraient comme facteurs ayant impacté. Nous avons aussi mené des analyses statistiques en essayant d'établir, d'identifier quels étaient les facteurs de risque et quels étaient les facteurs de protection par rapport à l'anxiété et la dépression. Et l'on peut voir que la détérioration financière, qui concerne comme 42% de l'échantillon, va être vraiment un facteur déterminant, prédicteur de cette dépression et anxiété. De même que le sentiment d'être en décrochage, on est là vraiment face à une population d'étudiants, donc il y a le sentiment de décrochage, donc ce n'était pas une donnée objective de décrochage scolaire, mais le sentiment d'être en décrochage, de même que l'hostilité qui a été évoquée précédemment, donc qui renvoie à un état de colère, un état de frustration, un état également de sentiment de menace, étaient aussi parmi les facteurs prédicteurs. Et enfin, parmi les années qui ont été les plus impactées, et contrairement à ce qui a été anticipé et ce qui a motivé également les politiques publiques, ce n'étaient pas les premières années bachelier. Donc chez nous, l'enseignement supérieur, ça s'inscrit, c'est premier bachelier, deuxième bachelier, troisième bachelier, puis on passe premier master, deuxième master. Et donc, l'on a vu que c'était les bacheliers 2 et 3 qui étaient vraiment ces années qui étaient plus prédictives d'anxiété et dépression, alors que toutes les mesures qui ont été mises en place étaient destinées aux bacheliers de leur première année, cette première année qui, en tout cas, présuppose qu'il y a une nécessité d'ancrer les apprentissages, l'ancrage et l'engagement dans l'institution, et les Master 2 qui se trouvaient dans un temps de certification. Alors, le maintien d'interaction sociale, le contact famille, le maintien d'activité, l'investissement scolaire, l'activité physique régulière sont autant de facteurs qui vont protéger et qui ont protégé les étudiants contre la survenue d'anxiété et dépression clinique. Et donc, on a vu ces différents facteurs qui ont été abordés également pour d'autres tranches d'âge. Alors, autre élément, c'est que la question, c'est qu'on a demandé si ces jeunes avaient fait appel à une aide psychologique, et on peut voir que seulement
15% des étudiants ont demandé une aide psychologique. Et l'on peut voir que durant cette année de pandémie, le recours à l'aide psychologique qui subit déjà beaucoup d'obstacles et beaucoup de barrières s'est vu encore davantage, je dirais, impacté. Ici, on a 15% seulement 15% qui ont demandé une aide psychologique. À la suite de ces résultats, je crois que les politiques sont vraiment mobilisés, mais de même que les établissements scolaires qui ont mis en place des aides alimentaires, qui ont mis en place toute une série de dispositifs pour soutenir financièrement, pour soutenir également, je dirais, les étudiants au niveau psychologique avec des consultations gratuites, avec des groupes de parole qui ont été alors mobilisés, davantage mobilisés, mais encore trop faiblement par les étudiants. Donc, en même temps, de manière parallèle, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en Belgique, on a eu beaucoup je dirais, de manifestations, de contestations de la part des jeunes, et également beaucoup d'engagement dans des activités d'expression de soi. Ces jeunes qui ont été privés de parole, qui ont été privés de pouvoir exprimer, de pouvoir participer également aux décisions politiques, aux tables d'expertise. Et donc, il y a eu plusieurs productions qui ont été vraiment réalisées, notamment les bouches émissaires, qui sont vraiment des textes qui ont été écrits par toute une série de jeunes dans le cadre d'ateliers d'écriture où ils ont été accompagnés à l'écriture, mais il y a eu de nombreux projets de cette nature qui permettaient finalement de mettre en mots, mettre en sens tous les vécus qui étaient abordés. Alors, nous sommes dans un colloque, une rencontre où il s'agit de rallumer l'espoir, donc il était aussi intéressant de voir ce qu'ils avaient appris durant cette première année de pandémie, et ce qu'il en est ressorti, c'est la solidarité entre étudiants, le fait de prendre soin des relations avec les amis, de prendre soin des relations avec la famille, solidarité sociale dans la société, développer un jugement critique, revoir, évaluer les priorités, valeurs, préserver la démocratie, donc toute une série d'apprentissages que l'on a souhaité, qu'on aurait souhaité qu'ils puissent être vraiment boostés pour pouvoir justement supporter et soutenir cette résilience d'aujourd'hui. Les adolescents, donc comme vous l'avez vu, nous avons également mené une étude auprès des adolescents. Donc je fais un petit peu un retour en arrière au niveau de la ligne du temps, parce qu'on est en avril-juin 2020, donc 452 adolescents que l'on a, je dirais, rencontrés. Donc on a diffusé une enquête et on a également distribué des enquêtes dans différents lieux pour pouvoir toucher la plus grande diversité possible de jeunes de tous les milieux socio-économiques. On a eu l'aide des maisons de jeunes également qui ont permis cela, avec toujours la difficulté où, je dirais, l'accord parental était nécessaire également pour des raisons éthiques que vous connaissez très bien. Et l'on peut voir que, contrairement par contre aux résultats qui ont été donnés précédemment, on a pu voir que 79% des jeunes étaient au-delà du seuil score de l'anxiété. Donc 8 jeunes sur 10 présentaient des symptômes anxieux, donc au-delà du score seuil, et 21% de dépression. Et donc, et 1 jeune sur 10 rapporte des idéations suicidaires. Donc c'était vraiment quand même très, je dirais, très inquiétant. Et cela a vraiment conduit à une mobilisation par certains chercheurs, mais certains qui initiaient également de vraiment prendre soin des adolescents qui étaient vraiment oubliés. Ils étaient absents, les jeunes ont été absents durant la première année de pandémie, dans les discours, dans les préoccupations, et donc il y a eu vraiment toute une série de mouvements qui allaient dans ce sens. Donc, tout comme on l'a fait dans le modèle précédent, il était question également ici de voir quels étaient les facteurs qui allaient justement augmenter ces différentes manifestations symptomatologiques, mais également ces différentes perturbations, également perte de sens, et l'on voit évidemment que le confinement, ce temps de confinement, ce temps de repli sur soi va évidemment être associé aux tensions existant au sein de la famille, aux violences existant dans la famille. Plus ces tensions étaient importantes, plus évidemment un risque de mal-être pouvait s'observer chez les jeunes, de même que la perception de gravité, donc de gravité en lien avec la crise, en lien avec le Covid plutôt, et la peur également pour les proches, surtout plutôt que pour soi, qui pouvaient augmenter, les difficultés d'apprentissage en ligne et l'absence d'interaction avec les enseignants. Et ça, c'est un élément quand même assez important puisque l'on va le retrouver de manière dans la poursuite de la crise. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'enseignants, de travailleurs dans le cadre scolaire qui sont connectés aujourd'hui. Et vraiment, c'est une attention toute particulière parce que lorsqu'il y a une reprise de cours pour les étudiants, tous les étudiants, tous les patients adolescents, on va pouvoir
enseignante, l'X, qui nous disait, mais les profs sont avec leur matière, ils veulent qu'on voit notre matière, mais on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas exister, on ne se sent pas vu, on ne peut pas parler de cela. Donc, je ne veux pas généraliser, hein, mais en même temps, vraiment, il y a une souffrance réelle par rapport à cette absence d'espace, par rapport à l'expression, l'externalisation, l'échange, le partage, par rapport à ce qui a été vécu pendant une année ou 2 années, et par rapport à toute une série de pressions qui a augmenté. Une étude d'une de mes collègues qui s'intéresse à une pédagogue a pu vraiment relever ça avec des données objectivées. À l'inverse, on va voir que une ambiance et une communication, je dirais, investie dans le cas des positifs, dans le cas de la maison, donc un engagement dans des activités également avec d'autres jeunes, maintien de contact avec les pairs vont être des facteurs qui vont vraiment permettre de protéger les adolescents et qui sont des facteurs sur lesquels on doit évidemment poursuivre et soutenir. Et donc, on a notamment mis certains dispositifs de sorte à pouvoir soutenir les parents, soutenir les enseignants également dans le soutien qu'ils pouvaient apporter auprès de leurs enfants, parce que les parents étaient aussi très démunis, non seulement quant à comment interagir, mais aussi à comment se rendre disponible également, parce qu'eux-mêmes aux prises avec vraiment une forte anxiété, comment soutenir également les enseignants pour soutenir l'engagement dans des activités. Alors, il est intéressant quand même de relever par rapport à certaines questions que là aussi, il y a eu quand même, je dirais, cette crise a engagé une réflexion chez les jeunes et a engagé également tout un questionnement sur le sens, sur la solidarité, sur l'engagement. Un jeune sur 3 déclare se poser plus qu'avant des questions sur le sens de la vie. Un jeune sur 4 cherche plus qu'avant la crise à donner un but à son existence. Et un jeune sur 4 a découvert plus qu'avant la crise une bonne raison de vivre. Donc, je voulais qu'à mettre en avant dans ce tableau qui porte sur la détresse et l'impact majeur au niveau de la santé mentale, ces dimensions qui nous amènent qui nous amène à nous saisir vraiment de ce temps qui a positionné, qui a permis vraiment tout un questionnement réflexif, mais qui a besoin d'être relayé, dont on doit se saisir en tant que professionnel de la santé. Et enfin, 93% des jeunes vont dire que la seule manière de changer, donc c'est une opinion bien sûr, mais la seule manière de changer quelque chose dans la société, c'est de s'impliquer. Donc il y a vraiment un appel à l'engagement. Et la moitié disent j'ai envie dans le futur de m'engager dans des actions citoyennes, quelle que soit la nature de celle-ci. Donc moi je pense que là on a vraiment une clé très importante par rapport à ce que l'on pourrait, ce que l'on doit continuer à mettre en œuvre et surtout pour contrer l'oubli qui risque probablement de pouvoir venir enfin, en tout cas, oui, pouvoir en tout cas s'installer par rapport à ce que nous avons vécu. Donc ces jeunes ont vraiment connu de nombreuses pertes, pandémies qui les a mis également dans une position de passivité et de dépendance extrêmement anxiogène, aussi dans un repli des liens sociaux qui, en même temps, engageaient vraiment un besoin de sens et d'engagement, un besoin de sens que clairement cette crise amène, une crise du sens. Et j'en termine avec quelques données alors, sur une autre étude qu'on a menée auprès des professionnels du secteur psychosocial. On a eu 700, enfin, plus ou moins 800 répondants en mars 2021. Et là, donc, on a vraiment exploré toute une série d'éléments. Je souhaitais en tout cas en partager avec vous, sachant que vous êtes tous sur le terrain. Et effectivement, la moitié vont dire qu'ils ont relevé, un an après la crise, une augmentation de l'épuisement, de la fatigue, de la lassitude comparativement avant la crise. Donc, il y a vraiment cette conscience de l'impact. Et en même temps, lorsqu'on a mesuré avec les mêmes échelles que les échelles utilisées au sein de différentes études menées au niveau de la population, on peut voir qu'il n'y a pas d'indice de dépression et d'anxiété plus importante par rapport à la population générale et qu'on est vraiment dans des scores assez semblables. Alors, de dire ça est un petit peu dangereux parce que ce serait de méconnaître le burn-out qui aussi peut-être existe, mais qui en tout cas ne s'est pas observé. Par contre, on a vu certains éléments qui pouvaient différencier certains sous-groupes au niveau de la population. Alors, on a pu voir aussi 45%, la moitié, disent avoir été renforcés dans leur engagement en tant que travailleurs psychosocial. 20%, quant à eux, considèrent leur choix de continuer. Donc, c'est une question qui a été posée
dans toute une série de recherches à l'international et qui permettent de voir, en tout cas d'explorer le fait de comment une crise va aussi mobiliser certaines populations, va mobiliser également certains professionnels, ce qui a été le cas ici. Et ce que l'on peut voir, c'est que les professionnels qui sont avérés les plus engagés, les plus stimulés au travers d'une échelle qu'on a pu utiliser, eh bien, ce sont d'une part ceux qui ont maintenu leur activité en présentiel au sein des institutions, donc et ça après le temps du confinement, donc le fait de travailler en présentiel a vraiment participé à un soutien de l'engagement dans les activités professionnelles. Et enfin, je pense le résultat le plus important, me semble-t-il, de cette recherche, c'est que ceux qui ont été le plus affectés et qui ont présenté la plus grande détresse sont ceux qui travaillent et qui interviennent auprès de publics précarisés. Alors on est là évidemment dans un résultat qui permet souvent de visibiliser ce qui existe par ailleurs en dehors d'un temps de crise, mais qui en temps de crise, alors on a analysé vraiment tous les verbatims, tout ce qu'ils ont pu exprimer par rapport à vraiment leur difficulté à pouvoir répondre aux besoins de différentes natures au niveau des publics précarisés dans le temps du confinement, mais également durant cette année de crise. Alors, résilient. Alors, ça semble coupé. Est-ce que c'est seulement de mon côté ou c'est... Pardon, je vous interromps. Donc, peut-être, Georges, on va aviser Mme Glovac là, que ça coupe de son côté. On pourrait passer à l'animation de la table ronde là, pour éviter de retarder les choses. Merci beaucoup. Très intéressant. Très intéressant. Il y a effectivement beaucoup de questions. Écoutez, je vais commencer avec une question qui est un peu inattendue parce qu'en vous écoutant, je me suis posé la question suivante. Quand on parle avec les gens du monde médical ou quand on parle même avec les gens du monde de l'éducation, de la scolarisation des enfants, par exemple, ils nous parlent dans les deux cas d'un effet générationnel. La pandémie aura un impact qui va perdurer et un peu comme la Grande Dépression, un peu comme la période d'après-guerre, il y a toutes sortes de moments clés qui ont changé un peu la direction de nos sociétés. J'aimerais savoir de votre part, en regardant les résultats de vos différents travaux, est-ce qu'il y a un effet générationnel de la pandémie sur l'adaptation des gens? Si oui, lesquels? Et comment les interprétez-vous? Je pense que je donnerai la parole à Mme Pouliot. C'est une grande question. J'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais oui, je pense effectivement que ça va avoir un impact à long terme chez les jeunes, sans vouloir être alarmiste. C'est ce qu'on entend beaucoup. On fait une étude qualitative en ce moment, Daniel et moi, où on a interrogé énormément de membres du personnel scolaire. Puis, c'est ce qu'on entend là, chez les membres du personnel scolaire. Eux, ils voient vraiment un impact chez cette génération-là de jeunes. Je pense que ça va avoir certains impacts, notamment au niveau des comportements sociaux. Le fait là, que les jeunes aient été isolés comme ça pendant une longue période. Le rapport à l'écran, c'est bien ressorti aussi là, dans les autres études. Nous, dans une étude qu'on fait en ce moment en Outaouais, les jeunes nous déclarent que, puis c'est près de 1200 jeunes qu'on a interrogés, qui font en moyenne 5 heures d'écran par jour. Donc, c'est énorme pour moi que c'est associé. En dehors de leurs travaux scolaires. Hein, en dehors de leurs travaux scolaires. Donc, puis on voyait que c'était associé tout à l'heure à des états dépressifs. Donc, je pense que oui, ça va avoir des effets à long terme, mais ça va aussi avoir des effets positifs chez certains jeunes. Une remise en question de leurs valeurs. On interrogeait des jeunes qui nous disaient, par exemple, dans des entrevues, qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient perdu 2 ans de leur vie et là, ils voulaient s'impliquer davantage, ils voulaient être davantage présents. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être alarmiste et se dire que oui, il va y avoir probablement une proportion de jeunes que ça va affecter négativement. Qu'il faut mettre des choses en place, évidemment, pour les aider. Mais il y a des jeunes aussi pour qui ça va être vécu positivement et ça va amener des bienfaits. Là. Ça ressemble un peu à... Oui, Mme Maltais? Moi, je rajouterais aussi que ces jeunes-là vont se souvenir. Moi, j'ai fait différentes études là, sur les catastrophes, puis j'ai interviewé, entre autres, des gens qui ont été victimes d'un glissement de terrain 28 ans après. Et ces gens-là se souvenaient exactement de ce qu'ils faisaient, etc. Puis dans une de nos rencontres de groupe, qu'on a fait avec des jeunes, et les jeunes nous ont dit, ben moi, je vais en parler à mes petits-enfants de ce que j'ai vécu lors de la pandémie. Donc, c'est un fait marquant.
Les recherches démontrent aussi, puis ça aussi, il faut faire attention aussi, les recherches sur les autres catastrophes démontrent aussi que ça a des impacts aussi sur les fœtus, hein, les femmes qui ont été victimes de stress pendant une tragédie, pendant une catastrophe, leurs enfants, une fois qu'ils sont nés, ils ont plus de difficultés à l'école, ils vivent plus de stress, etc. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Il faut cibler cette population-là, les enfants qui sont nés pendant la pandémie, là, au niveau des interactions sociales, au niveau, je veux dire, moi, en garderie, les personnes nous disaient que les enfants étaient plus sauvages, ça leur a pris plus de temps à s'adapter, dans le fond, à la garderie. Les médecins trouvaient que les enfants pleurent beaucoup plus quand ils viennent les visiter, les jeunes enfants qui sont nés pendant la pandémie. Là, peut-être que ça va passer avec le temps, mais je pense que ça va marquer quand même. Là. Mais je suis contente de voir, madame. Il y a comme une espèce de préoccupation de la part des intervenants de différents acabits là, de comment les jeunes sont en train de réagir. Il y a aussi, si j'entends bien, Mme Pouliot et Mme Glovatz, à la fin de sa présentation, il y a comme aussi une sorte de remise en question qui est saine aussi. Il y a quelque chose où les gens veulent se poser des questions du sens de la vie, si j'ai bien compris. Mme Glovatz, vous pouvez développer cet élément-là. Donc, tout d'abord, peut-être dire qu'à l'heure actuelle en Belgique, on constate vraiment une surcharge au niveau des services de soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents. Donc, il y a vraiment une demande. Il faut dire aussi qu'il y a eu toutes ces demandes qui ont été différées. Donc, il n'y a pas eu sollicitation, recours aux soins pendant 2 ans. Donc, les services sont vraiment très surchargés et avec pas mal de décompensations, de déstructurations. Mais je crois qu'on ne peut pas, en tout cas, généraliser pour l'ensemble de la population. Mais il est important de visibiliser, en tout cas, cela parce que il faut déployer des moyens, des dispositifs qui permettent de prendre en charge parce que les conséquences peuvent être très lourdes pour cette population. Et là, on va voir les profils plus vulnérables sont plus vulnérables. On sait toujours que moins on a de ressources, plus il est difficile de faire face par rapport à ces situations et à faire face par rapport aussi à tout le stress qui est associé. Et en même temps, il y a des profils résilients et pas seulement résilients. Je dirais qu'actuellement, il y a retour à la vie normale et que ce retour est bien plus difficile que ce que l'on pouvait penser qu'il ne serait. Tout le monde s'en réjouissait, mais le retour est quelque chose de difficile. Rappelez-vous, quand vous êtes retourné au boulot après un temps d'arrêt, chacun a sa petite expérience personnelle. Le retour est quelque chose de difficile parce qu'il demande une nouvelle adaptation et aussi de nouveau une transition avec de nouveaux codes qui avaient été mis de côté, un réapprentissage qui effectivement demande un temps. Cependant, je regrette qu'on ne puisse pas suffisamment prendre la mesure de la nécessité de prendre soin, de générer des espaces pour mettre en sens, pour mettre vraiment tout ce qui a été boosté pendant la crise, toute cette réflexion existentielle. Donc, jamais, moi je ne suis pas spécialiste en matière de catastrophe, mais j'ai eu une confrontation à la mort de manière un peu inédite et de manière mondiale qui a été faite. Donc, ne fût-ce que cela, ça amène vraiment toute une discussion vraiment existentielle très forte et très intéressante. Et les jeunes sont discutés. Et donc, on devrait démultiplier les espaces où on va mettre en sens, que ce soit en termes de groupes de parole, en termes d'écriture, pour également tracer l'histoire qui va permettre aussi cette résilience, de nombreux apprentissages en termes de solidarité également, alors avec des auditeurs. Comme si ce que vous suggériez, d'une certaine façon, c'est d'utiliser la situation actuelle pour poser peut-être des questions importantes que nous avons arrêté de poser. Oui, il y a des questions qui sont survenues sans on les ait convoquées, mais qui ont été vraiment, qui sont survenues. Puis alors, je voulais ajouter aussi par rapport, pour reprendre la première question, alors il y a eu le terrorisme, puisqu'il s'agit de travail, il y a la pandémie, et nous avons eu des inondations terribles qui a encore été un traumatisme supplémentaire, et je pense que d'autres départements, et peut-être chez vous aussi au Québec, vous en avez vécu. Ça fait qu'il y a une succession de traumatismes également qui empêche presque la reprise de respiration par les jeunes et qui amène comme un fond de perte d'espoir. En plus, il y a la crise climatique qui heureusement revient au devant de la scène, heureusement parce qu'il est nécessaire qu'on n'oublie pas avec la crise pandémique. Eh bien, je dirais tout cela amène évidemment tout un contexte dépressogène qui va amener des changements de comportement quand même assez importants. Le débat, évidemment, serait long à poursuivre, mais je dirais qu'il y a la pandémie, mais la pandémie
pandémie s'inscrit dans un contexte depuis 2015 qui est très lourd et qu'il faut absorber également et pour pouvoir… Et alors, l'autre élément, je dirais, c'est que impliquer et engager les jeunes n'ont pas été suffisamment impliqués dans différentes étapes de la crise et il est vraiment très important de pouvoir vraiment les impliquer davantage et je pense que on peut se sentir acteur, reprendre la maîtrise, c'est vraiment une forme de protection également et même pour ceux qui ne vont pas bien. Donc, il y a quelqu'un qui rajoutait la guerre dans l'Ukraine, j'allais le dire aussi en plus, il y a ça aussi dans la crainte de la guerre mondiale. Moi, les Européens, je ne voudrais pas être dans la peau des Européens actuellement, là, puis en plus, il y a tout ça aussi qu'on fait vivre. Et dans le fond, mais ce que je trouve intéressant à vos données aussi sur les intervenants psychosociaux, là, les intervenants du social sont intéressants aussi parce que les gens qui sont plus affectés, c'est les gens qui travaillent plus avec des populations vulnérables. Donc, c'est eux autres qui ont été aussi témoins de la misère le plus de désespoir chez la population et tout ça. Donc, il y a toute une fatigue de compassion qui va probablement être vécue aussi. Et il faut faire attention aussi aux intervenants. Je pense qu'une des questions qui émergent de l'ensemble des données, concerne cette question, parce qu'il faut être sensible à ce que disait Mme Glovatz et Mme Maltais concernant l'espèce de cascade d'événements qui nécessitent une adaptation. Mais il me semble que ça affecte les gens très inégalement. Madame Van den Toren, une des choses qui ressort de vos travaux, c'est que les familles plus défavorisées, plus démunies, semblent être affectées davantage. Puis si je comprends bien les résultats des travaux des autres présentateurs, c'est que certaines catégories de personnes sont davantage affectées. Ceux qui démontrent de la résilience ne sont pas les mêmes que ceux qui expérimentent les pires situations. Oui, je pense qu'en fait, ce que ça montre aussi, c'est que la vulnérabilité, en fait, c'est un peu l'exposition à quelque chose. Ça vient des enquêtes, des sciences environnementales, en fait, le concept de vulnérabilité, un peu. C'est un peu l'exposition à un traumatisme, quel qu'il soit. Hein. Ça peut venir on en a parlé, des catastrophes naturelles ou intentionnelles. Et dans ce cas-là, le syndrome de stress post-traumatique, pour avoir beaucoup travaillé dessus aussi, notamment dans les attentats de Paris. On voit aussi que la résilience et la capacité à recovering, en fait, à retrouver, n'est pas du tout la même en cas d'événements intentionnels que d'événements non intentionnels. C'est important à souligner. C'est-à-dire que même s'il y a une succession de catastrophes, celles qui sont intentionnelles comme le terrorisme n'ont pas le même impact en fait, psychologiquement que celles qui sont de catastrophes naturelles, voire même de pandémies. Il y a beaucoup de travaux qui sont sur la mémoire collective aussi, qui sont assez intéressants, notamment sur l'analyse des rêves. Que peuvent faire des jeunes et tout en période. Ce qui fait mémoire collective, c'est pas tant la pandémie que le confinement. Enfin, c'est ce côté un peu de mesure exceptionnelle. Et je pense que les personnes qui ne sont pas effectivement affectées de la même façon, et donc dans la vulnérabilité, il y a l'exposition à l'événement sur la capacité à y faire face. Et c'est cette capacité à y faire face sur laquelle on peut travailler, en fait. Parce que l'exposition, on ne peut pas y travailler. On le voit avec le changement climatique, on l'a évoqué avec la guerre, il y a plein de choses qui sont… tout le monde est, on va dire, pas dans le même bateau, mais tous dans la même tempête. Et c'est sur ce bateau qu'on peut travailler. Je pense que les personnes qui sont… C'est pour ça qu'on demande au pouvoir public d'avoir une réponse qui soit socialement différenciée, en fait. Puisqu'il y a des personnes, et notamment des enfants, qui ne peuvent pas faire face pour un certain nombre de raisons. Tout simplement, il y a une question de ressources, on en a parlé. Des stratégies de coping qui peuvent être différentes. Et l'enfant, il peut aussi… prendre beaucoup de soutien, des fois, en dehors de la famille. Et ce qui s'est passé aussi avec ce confinement et la perte de l'interaction sociale, c'était la coupure des espaces de respiration, des fois, qu'avaient certains enfants. Donc, je pense qu'il faut essayer de porter une attention particulière à un certain nombre de populations parce que c'est toujours les mêmes. À toutes les pandémies, c'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très, très, très longtemps. Simplement, on ne sait pas pourquoi c'est l'esprit humain qui fait comme ça. Je ne suis pas, moi, docteur en psychologie, donc je ne connais pas très bien ça. Mais la capacité d'oublier, en fait, à chaque crise, de réinventer, en fait, alors que les choses existent, les plans existent, les constats sont faits. Faut rappeler peut-être que la sécurité sociale, elle vient aussi après la grippe espagnole. Enfin, quand on relit tous ces gros moments qui ont fait justement la confrontation à la mort dans toute l'Europe, c'est assez intéressant de voir tout le système social qui en découle derrière. Donc on sait que c'est aussi une crise sociale derrière. Et je pense qu'on l'oublie à chaque fois et qu'il est temps, en tout cas en France, moi je suis assez alertée en fait aussi par le système de pédopsychiatrie
aussi un système de soins qui est terrible, en fait, qu'on va se déliter au fur et à mesure des années, qui fait peur aussi. C'est qu'on voilà, on se dit, il y a des facteurs structurels aussi derrière, sur lesquels il faudrait aussi s'appuyer pour permettre aux plus vulnérables d'avoir une réponse l'accès au logement, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation. Ces choses qu'on sait fondamentales pour une société. Peut-être qu'on a tendance à oublier, mais qui sont les premières fragilisées quand il se passe un événement. Mais je rajouterais à votre discours, madame, que toute catastrophe naturelle est nécessairement sociale aussi. Il n'y en a pas de catastrophe naturelle. C'est la réponse qu'on va donner, c'est comment on va réagir, c'est qui va être plus impacté, les populations vulnérables, là, dans le fond, qui sont plus exposées, qui n'ont pas les ressources suffisantes pour se régénérer, en tout cas, là, régénérer les ressources qu'ils ont perdues, puis qui n'ont pas les bonnes stratégies d'adaptation aussi. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi, des aspects sociaux. Puis, Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce qui a été présenté qui vous surprend? Ou est-ce que tout ça, c'est prévisible? Ben, moi, j'ai trouvé que, excusez-moi, je parle trop, là, mais j'ai trouvé que la situation en Belgique a l'air beaucoup plus, les jeunes de la Belgique a l'air plus impactés que nos jeunes du Québec. Je ne sais pas trop, là, c'est un peu l'impression que j'ai eue au pourcentage, 80% de dépression, 70% d'anxiété, etc. Là, je me disais, qu'est-ce qui explique cette situation-là, dans le fond? Là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et toi, élevé en Belgique? Madame Glovatz, voulez-vous répondre? Donc, d'une part, ce n'est pas un échantillon représentatif, tout comme le vôtre ne l'est pas, bien évidemment, quand on voit les haines. Hein, donc, je crois qu'il y a une prudence. Maintenant, la littérature internationale, vraiment renvoie et tente à vraiment valider ces niveaux très, très élevés je dirais, de détresse psychologique et d'autres études menées en Belgique également. Alors, ça dépend évidemment de l'outil que l'on peut utiliser. Mais donc là, voilà, on est quand même dans des chiffres qui sont vraiment très importants, mais qui sont confirmés. Alors, je dirais que la littérature internationale a plutôt tendance à dire qu'on a quand même fort un paysage, où que l'on soit, hein, assez semblable. Et c'est assez... moi, ça m'impressionne quand même justement de voir cette convergence et cette vraiment, je dirais, convergence dans l'impact au niveau de la santé mentale notamment, hein, au niveau international, hein, que l'on ait à Rio ou que l'on ait, je dirais, en Chine ou que l'on ait, je pense qu'au Québec, vous avez aussi des manques de données. Donc, je me garderais bien de donner une lecture avec les données que l'on a présentées aujourd'hui en identifiant l'un pays comme étant plus exposé que l'autre. Donc, ça, c'est une première réponse à la question. Une deuxième qui n'est pas une réponse à la question, mais que je souhaitais quand même partager, c'est de dire que nous, en Belgique, d'abord, la santé mentale est arrivée vraiment très tardivement dans le discours politique et public. C'est-à-dire qu'on était dans un discours qui était axé sur la santé. Et je pense qu'en France, c'est la même chose, que j'ai quand même participé à pas mal de débats également et de rencontres chercheurs. Et la santé mentale est venue très tard. Mais une fois qu'elle est arrivée, je veux dire, au devant de la scène, il y a vraiment une mobilisation très importante, une mobilisation au niveau des politiques, au niveau du financement de dispositifs et de l'accélération du financement de dispositifs de soins accessibles à tous avec des remboursements par les assurances de santé, etc. Donc, c'est un temps également qui bouscule les politiques publiques et qui va amener, j'ai parlé d'innovation, mon propos a été coupé par mon problème de connexion, je le regrette, mais je dirais, et là, nous en Belgique, vraiment, on a eu vraiment un déploiement de dispositifs en matière de santé mentale très important, et avec vraiment au niveau du Conseil supérieur de la santé, le thème, c'est santé mentale inclusive, donc qui cible vraiment les plus vulnérables également. Donc, je voulais juste amener cet élément-là parce que, voilà, on est en train d'étudier également cela au niveau des violences conjugales, hein, de voir comment cette crise a vraiment participé au déploiement et à la pérennisation ou pas, ça c'est la grosse question, de différentes actions et différentes postures également chez les professionnels, parce que l'élément que je n'ai pas su dire, c'est que les professionnels ont pu vraiment entamer des dynamiques d'intervention proactives où le mouvement aller vers le patient, aller vers le bénéficiaire a été légitimé en période de crise, et donc ils sont sortis de leur canne, mais aussi développé une manière de se positionner. Ça, je pense, c'est très, très important et c'est un apprentissage majeur qui s'inscrit d'ailleurs dans les politiques de santé mentale actuellement.
que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'en Belgique, il y a comme une prise de conscience importante qui se fait et qui permet à la mobilisation de la pensée dans le domaine psychosocial pour faire de la prévention dans la suite. Oui, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que ça va pouvoir être pérennisé pendant la crise. C'est ce qu'on a pu voir, vraiment des petits champignons un petit peu sortir un peu partout avec des initiatives alors individuelles, de services, mais également des politiques. Et l'enjeu, c'est de pouvoir voir comment ça pourra être pérennisé, parce que c'est des développements qui sont vraiment intéressants. Et ça n'enlève rien à, je dirais, à tout l'aspect plus dramatique de ce qu'on a vécu et de la souffrance importante aussi dans certains services, et notamment dans les milieux hospitaliers. Madame Maltais, vous qui avez travaillé beaucoup sur des situations catastrophiques, quelles sont les différences entre ce que nous vivons avec la COVID, ce que les jeunes peuvent vivre, et l'adaptation, par exemple, comme au terrible accident du lac Mégantic? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui devrait quelle lumière devrait s'allumer pour nous pour qu'on puisse mieux cerner la situation? Oui, je pense qu'il y a la longévité, dans le fond, de la COVID qui est importante à tenir compte, dans le fond, puis tout aussi les sentiments qu'ont vécu les jeunes par rapport aux sentiments de solitude, etc., qui n'ont pas nécessairement vécu dans d'autres types de catastrophes, parce qu'ils étaient comme plus soutenus par les institutions, puis ils pouvaient recevoir aussi leur soutien des écoles, hein, des enseignants qui sont des premiers intervenants qui peuvent apporter du soutien aux enfants. Ce que moi, j'ai remarqué aussi dans les catastrophes, c'est que c'est beaucoup les enfants qu'on a rencontrés, comme à Lac-Mégantic, lorsqu'on a fait l'étude sur les enfants, et ils reprenaient beaucoup les mêmes mots que leurs parents utilisaient. On ressentait le discours de leurs parents quand on parlait des conséquences des catastrophes, comme qu'est-ce qu'ils auraient souhaité à Lac-Mégantic. Comme quand les jeunes nous disent on souhaitait plus de stationnement dans la ville de Lac-Mégantic, c'est qu'on entend les parents là-dessus parler et non pas les jeunes, dans le fond. Puis, ce qu'on entend aussi, puis je pense que dans les catastrophes aussi antérieures, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup donné la parole aux jeunes, puis les jeunes, ils ont des choses à dire, puis ils veulent se faire entendre. Ce que les jeunes souhaitent, c'est participer aussi aux prises de décision dans la recherche de solutions. Ça, je pense que c'est un élément qui est très, très important par rapport aux catastrophes qu'on a pu étudier, là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport aux différences? Mais c'est sûr que moi, ce que je trouvais aussi, c'est qu'au début de la pandémie, on était devant un ennemi qui était invisible. Toute personne était notre ennemi potentiel, dans le fond. Chaque personne pouvait transmettre le coronavirus, dans le fond, là-dessus. Donc, chaque personne était un ennemi potentiel, ce qu'on n'a pas vécu nécessairement dans les autres types de catastrophes. Moi, je pense que, comme ailleurs aussi, nous, au Québec, le problème, c'est qu'on a eu une approche beaucoup plus hospitalo-centrique, dans le fond, plutôt que préventive lorsqu'il y a eu la pandémie, puis on a voulu sauver. Puis encore ça aussi, donc, le gouvernement réagit parce que les hôpitaux sont en danger et non pas parce que la population est en danger. Là. Et ça, c'est un élément aussi qu'il faut qu'on tienne compte. Mais je vous dirais aussi que l'approche aussi de proximité est très populaire au Québec chez les intervenants psychosociaux qui interviennent en situation de catastrophe. Vraiment, on dit aux intervenants sociaux, allez vers les gens plutôt qu'attendre que les gens viennent vers vous. C'est vraiment l'approche qu'on a utilisée, dans le fond, lorsqu'on intervient en situation de catastrophe. Et puis, on commence aussi à intervenir de cette façon-là, post-catastrophe, dans le processus de rétablissement. C'est de plus en plus populaire, dans le fond, comme type d'intervention au Québec. Ça a ses effets positifs énormément. Je vous dirais ça, là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter des choses, mais... Madame Van den Toren, dans vos résultats, il y avait cette idée qu'il y avait des actions, puis je veux faire du pouce un peu sur les différences entre une catastrophe naturelle ponctuelle et un événement qui dure 2 ans maintenant et on ne sait pas exactement quand est-ce que ce sera terminé et si ça va être terminé et si on va devoir simplement apprendre à vivre avec cette nouvelle maladie. Vous avez nommé quelques éléments d'adaptation, je dirais, sociale, des changements qui pourraient accompagner la durée de cette situation-là. Je serais curieux de savoir si vous connaissez des endroits où on est en train d'appliquer ces types de solutions. La durée, on l'a dit, ça a été évoqué avec la fatigue
pandémique, hein, c'est quelque chose qu'on ressent tous, mais des enfants ont aussi une durée, et des adolescents, il y a des fenêtres de vulnérabilité, en fait, on l'a un peu évoqué. Hein. Je pense que le temps ne s'écoule pas de la même façon, on le sait tous, pour un enfant, pour un adulte. Et donc, il y a des temps qui sont précieux. Je pense notamment les temps aussi de l'adolescent où le cerveau continue à se faire sur les interactions sociales, sur tout un tas de choses d'un point de vue cognitif, où les enfants, c'est pareil. Madame Maltais l'a évoqué avec les tout-petits, qui ont besoin des choses un peu, j'allais dire, avec les masques, là, le besoin d'apprentissage, des faciès, etc. Je pense qu'on va avoir un tas de choses se modifier, en fait, dans le temps, et des recherches là-dessus, qui sont peut-être c'est un petit peu tôt encore, parce qu'on sait que la vague de santé mentale, elle est énorme. Elle arrive en décalage par rapport à la vague. Donc, on est un peu tôt encore dans ce décalage épidémiologique-là. Mais on voit déjà, nous, à Santé publique France, on a déjà vu des choses malheureusement, sur les passages aux urgences, puisqu'on a tous les résumés de passages aux urgences dans les hôpitaux, et on voit nettement cette augmentation des tentatives de suicide chez des âges assez jeunes, assez précoces. Des choses qui sont assez alarmantes. Donc, je pense qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place, mais plutôt de communication, plus que d'intervention. J'allais dire, c'est plus de la communication pour Parle-en à, qui est toute une campagne qui a été lancée pour que les jeunes osent parler. Il y a tous des programmes aussi qui sont faits sur la déstigmatisation de la santé mentale, puisqu'on se confronte aussi à ça, à ce tabou, y compris chez les jeunes, sur leur santé mentale. Et je dirais, comme tout à l'heure, Madame Klovac aussi, ou Madame Pouliot, c'est que c'est aussi une fenêtre d'opportunité, je pense, pour renforcer ce type de dispositifs, les évaluer, parce qu'on ne parle pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de recherche évaluative, de vraiment ce qui se fait au long terme, et de regarder ce qui pourrait être le plus... c'est prometteur, mais voyons ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux. Parce que dans tous ces outils de communication, ça ne fait pas lien. Et donc, on l'a bien vu avec tous ces réseaux sociaux et tout, c'est pas la même chose que de faire un lien humain. Et je pense que s'il y a quelque chose à développer, c'est ce lien humain dont on a tous tant besoin, et en particulier les jeunes, et de voir comment on peut refaire un lien dans des situations comme ça et sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est cette fracture qui fait traumatisme. Dans tout trauma, il y a une fracture psychique. Ouais. Donc, c'est peut-être sur le lien qu'il faudrait travailler, je pense, particulièrement. Refaire lien, tisser lien, je ne sais pas comment le dire bien. C'est bien dit, je vous assure. Je vous rassure, ouais, c'est bien dit. Est-ce que nous avons augmenté les disparités sociales? Madame Pouliot? Absolument, absolument. Bien, je pense que la crise pandémique, elle a révélé certaines inégalités qui étaient déjà existantes, puis elle en a exacerbé, c'est clair, là, c'est évident pour moi, puis je pense à la lumière de ce qui a été présenté aujourd'hui. Oui, absolument. On fait une étude en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les inégalités sociales, mais aussi numériques. En temps de pandémie. Et on le voit là, en fonction des indices de défavorisation également. Le fait d'être en milieu rural ou en milieu urbain, c'est tous des éléments qui viennent vraiment jouer sur le vécu des jeunes. Quand on pense à un confinement qui a quand même duré longtemps, où tout ce qui était scolaire se passait à distance, il y a des jeunes qui ne pouvaient pas se connecter, qui n'étaient pas en mesure de suivre leurs cours à distance comme les autres, qui n'avaient pas la connexion Internet nécessaire. Donc, c'est évident là, que ça est venu creuser des inégalités qui étaient déjà présentes et ça va être difficile de faire ce rattrapage-là, je pense. Je rajouterais aussi que les enseignants qu'on a rencontrés ont dit qu'en milieu défavorisé, par exemple, les parents étaient beaucoup moins présents, s'assuraient l'importance accordée à l'école était beaucoup moins importante, le soutien des parents était moins bon, le suivi était moins bon. Il y avait ça, entre autres, qui était là aussi. Ce que les jeunes ce que les enseignants nous ont dit, ou ce que j'ai vu en termes de favoriser, défavoriser aussi, c'est que les écarts au niveau des élèves de première année, de deuxième année, les difficultés de lecture en mathématiques se sont vraiment accentuées pour les élèves qui avaient déjà des difficultés. Donc, l'écart s'est agrandi entre les élèves en difficulté versus les élèves sans difficulté là, académique. Donc, ça,
Oui, puis les jeunes ont perdu un garde-fou, ont perdu le garde-fou du milieu scolaire, notamment, qui ne pouvaient pas signaler ou identifier des situations problématiques, le milieu social aussi, le voisinage. Donc, pendant un certain moment, les jeunes, si ça allait pas bien dans leur famille, mais c'était tout ce qu'ils connaissaient, là, ils n'étaient pas exposés à autre chose. Donc, c'est sûr que ça vient amplifier aussi. Puis les enseignants d'écoles défavorisées ont aussi constaté lors du retour à l'école l'augmentation des signalements à la DPJ comparativement dans les écoles qui étaient moins défavorisées, dans le fond, entre autres. Madame Glovatz? Oui, je voulais juste ajouter qu'une recherche de collègues a pu mettre en évidence que lors des retours optionnels au sein de l'école, ceux qui ne sont pas retournés à l'école, à votre avis, ce sont ceux qui étaient le plus en difficulté, mais également les filles, et cela rejoint le propos de Stéphanie, en ce sens que on en a trop peu parlé, on en parle trop peu, mais j'en profite pour le faire. Les jeunes filles, les femmes ont manifesté beaucoup plus de détresse, sont vraiment très affectés. Les scores de dépression, d'anxiété sont vraiment très importants. Et je trouve que de communiquer sur cela est très sensible, parce que très rapidement, ça pourrait renforcer des stéréotypes tels que, oui, elles sont plus fragiles, donc elles sont moins résilientes, etc., etc. Alors que ce qu'on peut voir, c'est, par exemple, et je crois que ça a été dit, ce qui est ressorti également de l'enquête auprès de nos adolescentes et des étudiants, que les filles ont investi vraiment des tâches ménagères, de soutien plus important au sein du foyer, de soutien des gens en détresse, donc sont vraiment été engagés dans des tâches de soutien, mais également des tâches ménagères, avec un processus où on a l'impression qu'il y a une régression, j'appelle ça vraiment une forme de régression par rapport à l'émancipation sociale de ces jeunes filles, adolescentes et femmes, et de manière en plus importante dans certains milieux, parce que les espaces de socialisation étaient fermés, et qui sont ces espaces où il y a vraiment une émancipation. Ce qui se dégage de la série de conférences de ce matin, chez vous, ce n'est pas le matin, j'en conviens, mais ce qui se dégage, c'est qu'il y a effectivement des niveaux de détresse plus importants qui semblent caractériser certains sous-secteurs de la population. Et il semble qu'il y a, on peut aller chercher quelques liens avec je dirais l'adaptation générale, puis le risque, puis l'augmentation des inégalités sociales. Et j'aimerais savoir avec vous peut-être un point chacune. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, c'est, il y a eu cette pandémie, il y a eu le virus, il y a l'aspect médical dont on doit s'occuper, et la science s'est mobilisée d'une façon absolument incroyable autour des enjeux médicaux du virus. Maintenant, sur le plan psychosocial, comment est-ce qu'on met en place des choses maintenant? Est-ce que c'est possible pour nous de le faire, étant donné que les intervenants sociaux sont un peu épuisés eux aussi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une ou deux idées chacune. J'aimerais faire un tour de table à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on sort de cette trajectoire un peu difficile dans laquelle on est, qu'on voit venir, en fait? On voit la vague arriver. Comment est-ce qu'on fait ça? Madame Maltais. Mon Dieu Seigneur, c'est dur de commencer, mais je pense qu'il faut nécessairement faire des retours sur les expériences vécues. Ça, il faut que, dans le fond, les établissements qui ont offert du soutien aux jeunes, les enseignants qui ont offert du soutien aux jeunes, il faut faire un retour, puis les leçons apprises, que s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, il faut qu'on n'oublie pas, là, dans le fond, puis qu'on identifie les stratégies d'intervention qui semblent avoir été efficaces. Je pense que ça, c'est un premier élément. Deux, il faut poursuivre les études longitudinales. Ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer du suivi des jeunes, dans le fond. Puis il faut voir tous les événements stressants, autres événements stressants qu'ils vont avoir vécu pendant leur cheminement vers la vie adulte. Pour qu'on puisse suivre nos jeunes, pour qu'on puisse monitorer un peu la situation. Ça. Madame Bennett-Lorraine, est-ce que je peux avoir votre avis là-dessus? C'est compliqué. Moi, je dirais peut-être, je pense aussi que je parlerai aussi d'empowerment, aussi même c'est pas que à la mode, c'est de remettre les jeunes, comme je le disais un petit peu, on leur donne pas assez la parole, c'est vrai, et donc je rejoins un peu ce qui est dit de les rendre aussi acteurs de leur propre santé, qu'eux-mêmes, ils ont des ressources, et on l'a vu avec le changement climatique, ils ont plein d'idées, ils ont plein de ressources, ils ont plein de choses aussi à proposer, de les écouter aussi, parce que je pense qu'ils peuvent mettre en place des solutions sur ce qui s'est passé, et ils en ont mis.
en place. Et j'ai été assez frappée, moi, de plein de situations innovantes qu'ont mis en place des jeunes, des familles dans ces moments-là. Et peut-être, parce qu'on parle beaucoup de ce qui va mal, c'est vrai, ça saute aux yeux, mais peut-être pour l'esprit humain, c'est plus facile de voir des choses qui ont bien marché et qui viennent de eux et qui puissent aussi partager et donner un petit peu les innovations qu'ils ont eues. Et je dirais ça aussi des travailleurs sociaux. On en parlait tout à l'heure. Eux aussi, ils ont fait des choses assez formidables sur le terrain. Il y en a qui sont sortis des clous, qui sont sortis des... Enfin, nous, on dit des clous, mais je ne sais pas comment vous dites au Canada. Ils ont innové, enfin, pas dans les chemins habituels, qui ont même fait des choses un peu... Voilà. Et c'est super parce que ça a permis toute cette souplesse qu'il n'y a pas d'habitude, d'innovation et je dirais d'écouter un petit peu tous ces retours d'expérience. Et effectivement, l'évaluation, je pense que c'est aussi important. Peut-être de mettre un petit peu ensemble. Vous êtes très bon pour ça au Canada, comment vous appelez ça, de la mobilisation de connaissances là, entre les acteurs, les décideurs, les chercheurs. C'est génial ces trucs-là. Donc, d'arriver à mettre ça en place sur les jeunes, la santé mentale des jeunes, je pense que ce serait super. Madame Pouliot, quel est votre avis là-dessus? Ma première idée, c'était celle qui vient d'être évoquée, de demander aux jeunes, puis d'arrêter de postuler que leurs parents ou les enseignants ou les adultes près d'eux savent mieux qu'eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Donc, je pense que c'est vraiment un élément qui est important. Ce qu'on a vu aussi avec Lac-Mégantic, c'est que le milieu scolaire est un facteur de protection très, très important en contexte de catastrophe. Donc, je pense que les interventions au milieu scolaire, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une belle façon de rejoindre les jeunes et souvent, même chez ceux qui vont très, très mal, il peut y avoir un lien avec le scolaire, avec le personnel, avec les enseignants. Ils ont un rôle vraiment important à jouer. Donc, peut-être le valoriser un peu plus, puis mettre des initiatives également en milieu scolaire, je pense que c'est important. Est-ce qu'on a quelque chose à dire au sujet des réseaux sociaux? Parce qu'il me semble que c'est un facteur, c'est comme un accélérant, les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Vous n'avez pas dit des belles choses au sujet des réseaux sociaux. Puis je me demande qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse tout ça rouler comme ça, dans ce genre de situation où on voit la vague venir? Mais je pense que ce n'est pas les réseaux sociaux le problème comme tel, c'est l'utilisation que les jeunes vont en faire. Ce n'est pas que les jeunes soient devant les écrans. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font devant les écrans. Et c'est peut-être de mieux les accompagner aussi à travers tout ça. Puis peut-être s'en servir comme outil aussi positif. Si les jeunes, ils font 5 heures d'écran par jour, peut-être essayer de les rejoindre aussi par les écrans de façon positive, s'en servir de façon... Oui, je pense que ça peut être une solution aussi. On peut essayer de l'envisager comme une solution plutôt qu'un problème. Madame Glovatz. Bien, on a un fameux plan d'action là. Je pense qu'on a déjà pas mal, que ce soit la recherche, que ce soit au niveau de l'intervention, au niveau des jeunes. Ben, moi, je pense qu'on a, en tout cas, probablement, je peux dire ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas oublier. Je pense qu'on ne doit pas oublier tant ce qui a été vécu, ce qui a été visibilisé, ce qui a été appris, ce qui s'est développé, on ne doit pas oublier. Et pourtant, on oublie tellement vite. Oui, on se souvient du confinement. Je pense qu'on a été, chacune d'entre nous l'avons dû, mais vraiment, il y a cette... Parce qu'en fait, ce traumatisme, ce vécu, cette expérience est inscrite vraiment dans le développement des enfants, dans le développement des adolescents. Et je pense qu'il est important de pouvoir vraiment, justement, prendre la mesure d'une part et aussi le prendre en considération. Et puis, je vais revenir vraiment sur cette parole qui est vraiment très importante. C'est vraiment positionner ces jeunes aussi comme des acteurs. Ils sont d'une telle créativité, d'une telle force présente, je dirais, qu'ils peuvent aussi engager d'autres adolescents qui vont moins bien dans des créations. Le milieu scolaire, idem, ils sont quand même, alors là, ils sont vraiment très épuisés, très fatigués, je pense, et très, pour certains, démobilisés alors qu'ils ont été pendant la crise, ils ont tenté vraiment de faire au mieux. Et là, je pense qu'il y a aussi vraiment un point d'attention à donner, parce qu'ici, actuellement, on est en train de revoir les programmes pour voir si les apprentissages ont été faits. Donc, on est comme dans le focus apprentissage et pas dans le focus bien-être, émotion, etc. Je crois que là, on doit vraiment changer de direction. Je crois que c'est vraiment très important. Et donc, voilà, il y avait autre chose qui me semblait important, ça m'échappe. Je voulais préciser que les données qu'on a recueillies, les enseignants disaient que quand il n'y avait pas d'examen du ministère qui pendait à la fin, là, les jeunes étaient beaucoup plus relax et ça leur permettait
d'être moins centré sur l'apprentissage des enseignants, dans le fond, puis plus être à l'écoute des besoins des élèves et tout ça. Puis ils progressaient de façon normale aussi, mais il n'y avait pas cette peur-là de l'examen du ministère, dans le fond, pour les élèves de 5e, 6e année, entre autres. Mais moi, je rajouterais aussi qu'il y a Lac-Mégantic, entre autres, là, les jeunes qu'on a interviewés, ils avaient suggéré de mettre un comité de jeunes au niveau de la municipalité pour donner des conseils à la municipalité. Puis ça a été mis en place, puis ça a eu des effets positifs. Puis ces jeunes-là, ils ont développé des activités, pas seulement pour les jeunes, mais ils ont aussi développé des activités intergénérationnelles où, dans le fond, il y a eu une connexion avec les adultes et les plus jeunes. Donc, ça aussi, c'est un élément aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin de notre rencontre. Je tiens à vous remercier chacune d'entre vous pour... ça a été extrêmement instructif, très intéressant. Madame Eve Pouliot, Madame Danielle Maltais, Madame Stéphanie Van den Toren et Madame Fabienne Glovatz. Merci de votre participation et au lancement de notre mois sur la prévention des enjeux de santé mentale au CRUGEF. C'est un mois qui va être animé par toutes sortes de différentes activités. Je vais laisser Mme Fournier en parler un tout petit peu. Oui, mais d'abord, merci à toutes. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. En fait, on n'a pas de temps pour les questions de l'auditoire, mais je veux vous dire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, puis on pourra faire le lien peut-être avec nos invités là, pour pouvoir discuter de certains enjeux qu'on n'a pas eu le temps de discuter aujourd'hui. Donc, merci à toutes. Merci aussi aux personnes qui étaient présentes avec nous. Comme Georges le disait, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent, des lancements de balado-diffusion, on a d'autres conférences aussi en direct, là, à raison d'une fois par semaine, où on va parler de différentes pratiques innovantes pour soutenir la santé mentale des jeunes, notamment la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, le 17 mai, on a aussi une conférence sur comment soutenir la santé mentale des jeunes qui ont un parent qui est atteint d'un trouble de santé mentale. Et on a, à la fin du mois scientifique, le 25 mai, une boîte aux lettres scientifique sur l'anxiété des jeunes. Donc, on vous invite à nous envoyer vos questions sur comment favoriser le rétablissement de ces jeunes-là. Et c'est Mme Isabelle Denis qui va être présente pour nous parler d'anxiété. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web. Vous allez avoir vraiment tout le détail de cette programmation-là. Et aussi sur la page Facebook, vous aurez accès à tous les balados et à toute l'information. Donc, je vois qu'on a beaucoup de merci dans le chat. Donc, c'est un merci que je vous renvoie. C'était vraiment très intéressant. Et je vous dis à la prochaine.